Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 24e épisode du podcast Ifra Café. Donc, c'est moi votre host aujourd'hui, Sofiane, et on va parler d'un sujet qui est un petit peu déprimant, mais on va essayer comme de l'aborder de façon un petit peu optimiste. Donc, c'est la maladie du cancer. Pour aujourd'hui, j'ai mes amis comme toujours avec moi, donc j'ai Lil, Sabrina et Rita. Merci Bonjour. Sofiane. T'as failli nous oublier. J'ai pas failli vous oublier. Grave, J'étais il a un mar- commencé à faire son truc et tout, il nous a oublié quoi. J'avais des trucs à faire hier, j'ai des trucs à Excuse-nous, faire hein. plus tard, donc Excuse-nous voilà. monsieur, j'ai une vie hein, et que nous on n'a pas de vie, c'est ça? Oui. J'ai busy life. Donc, on va parler de cancer aujourd'hui, les amis. Je sais pas si vous avez comme de l'expérience avec la maladie, que ce soit genre de façon, genre des choses que vous avez vécues durant votre vie ou des choses que vous avez vues ou lues durant vos cours de SVT, sciences de la vie et de la terre, genre pour les systèmes francophones, ou de Ouloum Ahya, du coup, genre pour les gens qui ont fait un système un petit peu plus arabophone. Bah non, ça s'appelle juste Non, Ouloum c'est science. Ouloum Je sais pas. Ahya c'est science du Bah vivant. oui. Non, الحياة. Science de la vie. Oh, mettez-vous Écoute, d'accord, hein, je crois ouais, que non, mais je sais pas, genre Sabrina, elle est juste là pour disagree, J'en genre. sais c'est rien, comme- moi je suis Ouais. littéraire de toute façon. J'ai oublié la dernière fois que j'ai étudié ça, je devais avoir 15 Donc ans. tu sais pas c'est quoi le cancer. Mais non. Non, j'ai jamais étudié Mhm. ça à l'école. Ok. Genre, je sais ce que c'est, j'ai fait des recherches un peu toute Mhm. seule, mais genre, j'ai jamais étudié À ça. l'école, vraiment? Qu'on vous a jamais enseigné? Non. Ok. Bah, moi, je trouve ça comme... Peut-être que les gens qui font scientifique au lycée Mhm. étudient ça, mais moi, comme j'ai un bac littéraire, j'ai jamais étudié Mhm, ça. mhm. Ou peut-être qu'ils le font pas, hein, j'en ai aucune En vrai, Ok. comme moi, j'ai j'étais jamais au étudié lycée, ça. non, on n'a pas étudié le cancer Mhm. en soi. Tu sais, on a étudié les cellules, genre comment elles fonctionnent, Ouais, les ouais. neurones, tu vois, tout ce qui est transmission d'influx nerveux. On a fait aussi la génétique, mais Mhm. je me rappelle pas qu'on ait parlé de cancer. Ah, Mais bizarre. sûr- quand même. ouais. Sûrement que, parce que quand tu regardes comment les cellules sont créées et tout, après tu regardes la mort cellulaire, il parle aussi du cancer, mais peut-être que c'était pas dit le terme cancer à proprement dit, mais je pense qu'il y a des notions qui ont été proposées. Mais pour répondre à ta question, Sofiane, non, je n'ai pas d'expérience avec le cancer personnellement, et tant mieux. Mhm. Et autour de moi non plus, je connais pas des gens qui... Mhm. si, plus ou moins, mais c'est lointain, donc... mais, It's not people you care about, so you don't care. Non, c'est pas... Oh. Arrête de dire des trucs Mm. comme ça. Non, mais c'est juste que de très très proches, non, et tant mieux. Tant mieux. Moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Mais moi, il y avait quelque chose que je trouvais toujours Attends. comme bizarre, oui. Tu viens de dire, malheureusement, t'as pas eu la chance de... De ne pas être impliqué par cette maladie dans ma famille Ah. proche. C'est ça, ça veut dire qu'ils Je connais des gens de ma ont famille touché. proche, C'est malheureusement, vrai. qui ont été touchés par cette maladie. Et en fait, présentement, c'est the number one leading cause de mortalité chez les êtres humains, en fait. C'est la première cause de mortalité. On a à peu près une vingtaine de millions de personnes par année qui meurent de cette maladie, ce qui revient à peu près à une personne sur 6. Ce qui est quand même beaucoup, hein. Ouais, c'est une personne sur c'est 6 énorme. meurt. Bon, maintenant, avec la résistance aux antibiotiques, bientôt, ça va être les maladies infectieuses qui vont reprendre le dessus. Mais pour l'instant, c'est le cancer. Et moi, il y avait un truc qui me surprenait tout le temps, c'est pourquoi on appelait cette maladie-là le cancer. Et puis même en arabe, genre on dit saratan, ce qui est le terme pour un crabe. Et en fait, c'est une maladie. Le terme carcinoma, qui est de l'ancien grec qui veut dire un crabe, ça a été proposé par Hippocrates, qui était un médecin grec, donc dans les années genre 800 BC, pardon. Et d'ailleurs, genre aujourd'hui, enfin, je pense que c'est plus le cas dans les pays occidentaux, les médecins doivent prendre ce qu'on appelle the Hippocratical Oath, qui est Hippocrate. qui est serment le d'Hippocrate. le serment d'Hippocrate. Moi, au début, je pensais que le terme, c'était comme un peu une blague, que genre, c'est un peu un sermon hypocrite, mais finalement, c'est vraiment basé sur la vie d'un médecin dans le temps qui s'appelait Hippocrate. Et donc, c'est de Ouais, là ouais. où
Parce que, tu sais, les médecins, on dit, ils sont là pour sauver des vies, mais ils ont des salaires un peu gonflés. Sur moi, j'étais comme, ah ouais, donc les gens, ils sont juste là pour Et tu pour t'es se faire vraiment du dit cash. qu'ils vont choisir le nom serment hypocrite, genre, frère. Ouais, je pensais que c'était comme, like, genre, c'est littéralement l'hôpital ouais. qui se fout de la charge. Ouais, c'est comme, Clairement. like, je pensais qu'ils avaient des couilles comme ça, finalement, non. Mais tu Mais, sais que le serment d'Hippocrate, c'est pas juste en Occident que c'est fait, hein, même dans d'autres pays à travers le monde. Ouais, hein. partout. Non, il y a... Oui, T'es dans le obligé. monde Il y a- entier. Hein. Faire partie du droit des médecins, tu dois... C'est ça. Non, mais il y a un serment, mais est-ce qu'on l'appelle aussi le serment d'Hippocrate, genre Oui, en oui, oui. Tunisie? Si tu Oui. étudies la médecine de manière conventionnelle, comme ce que Générale. voilà, la médecine connue de nos jours, oui. Mais si tu fais des trucs tu vois, qui sont Traditionnels. développés dans ton village et tout, Mhm. C'est ça. C'est bizarre parce que les premières, les premières descriptions du cancer en tant que maladie, en tout cas, genre descriptions qu'on a pu retrouver, en fait, c'était des hiéroglyphes qui datent d'à peu près 2500 BC et qui ont été faites par un médecin égyptien, genre qui s'appelle Imhotep. Et en fait, Imhotep a été déifié par la suite. Donc, il est devenu un dieu, genre, dans le panthéon des dieux égyptiens. Mhm. Parce que c'était quelqu'un qui était comme très, on va dire, style Renaissance, tu vois, était impliqué dans plusieurs sciences, y compris le cancer. Et il proposait, genre, tu sais, des différents traitements. Donc, il y avait comme une classification, ça c'est un cancer qu'on peut traiter, ça c'est un cancer contestable, c'est-à-dire que la personne peut continuer à vivre et peut-être va survivre, et ça c'est un cancer non traitable, dans le sens où comme, like, we're not gonna do anything, soit on arrête la vie de la personne pour, comme, tu sais, lui sauver un petit peu de souffrance, soit, bah, tu sais, on essaye quand même, mais... Oui, t'avais une question, Rita? Oui, j'ai une question, parce que je me dis, comment, dans ce temps-là, ils savaient c'était quoi un cancer et comment ils le détectaient? Parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est assez simple, plus ou moins, mais dans ce temps-là, comment ils faisaient? Comment ils savaient que c'était quoi un cancer? Bah déjà, comme moi j'ai vu sur ces documents-là, genre, en tout cas de l'ancienne Égypte, j'imagine qu'encore une fois, dans d'autres cultures, ils avaient leurs propres moyens. Mais pour en tout cas le travail de Imhotep, en fait, ils arrivaient à faire la différence entre, ou du moins, they claimed qu'ils arrivaient à faire la différence entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Et en fait... Ok. Il y a différents types il y a deux types de cancers, généralement, enfin deux types majeurs, c'est les cancers, ce qu'on appelle les cancers liquides ou les cancers solides. Donc un cancer solide, c'est vraiment une masse cellulaire que tu vois, c'est un tumeur. En français, on dit un ou une tumeur. Une tumeur. C'est une tumeur. Et sinon, tu as les cancers liquides où en fait, c'est des cellules cancéreuses, on va dire, qui se baignent un petit peu à travers ton corps. Donc c'est pour ça qu'on les appelle liquides. Et donc pour les anciens, généralement, les cancers qu'on arrivait à détecter, c'est des cancers genre solides, parce que c'est une masse que tu vas après voir ou visualiser après une autopsie, une fois que la personne est morte. Mais dans le temps, le plus grand approche à la médecine, c'est on appelait ça une approche de humeur. Ça veut dire que le corps humain est fonction de 4 liquides ou 4 humeurs, donc le sang, le lymphe, le yellow bile, la bile jaune et la bile noire. Et en fait, dépendamment des sécrétions que ton corps libérait, eux, ils vont se dire, ah, il y a un déséquilibre parce qu'il faut avoir autant de bile jaune versus bile noire, ou la bile noire, elle sort que à certains niveaux de ta vie. Et c'est vraiment en regardant c'est quoi le déséquilibre qu'il y a au niveau de ces 4 liquides, on va dire, élémentales, qui font leur détection. Après, j'imagine qu'il y a aussi d'autres symptômes qu'ils regardent, parce que je sais qu'un des rares cancers neurologiques que dans le temps on arrivait à détecter, ou du moins on a trouvé des momies. Je sais qu'on a trouvé un momie d'un pharaon qui avait une incision au niveau de son skull, de son crâne, son cerveau, qu'ils ont essayé de après fermer avec comme une pièce en bronze. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Comme une pièce de monnaie. Et en fait, l'hypothèse que les archéologues ont faite, c'est que ce gars-là avait un cancer crânien, et c'était un des rares cancers neurologiques en fait qu'on arrivait à détecter. Mais ça, c'était plus par rapport à le comportement de la personne. Comme le comportement de la personne est identifié comme un comportement erratique ou excentrique ou pas normal,
Et donc, mais après, est-ce que eux, ils sont comme, oh, ce gars-là, il est pas fou, il a un cancer, donc on lui ouvre le crâne et on regarde. Je sais pas comment ça se passe, genre. Tu sais, il y avait un truc comme ça, il y a quelques années aussi, dans les hôpitaux psychiatriques, là, où ils ont un terme c'est la trépanation, je pense. Ouais. Quand ils voient que quelqu'un, il développe un certain type de comportement, je crois, on lui fait un trou dans la boîte crânienne pour évacuer l'excès de liquide, parce qu'il y a une pression. Voilà, pour relieve la pression, Ouais, c'est ça. Mais moi, je veux juste te dire, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils regardaient les liquides en fonction de s'ils voient s'il y a un dérèglement. Là, ils se disent qu'il y a un problème et peut-être que c'est un cancer ou une tumeur. Ouais. Moi, je veux juste apporter une précision parce que je vois dans le jargon de tous les jours, là, les gens ne savent pas exactement comment utiliser le terme cancer et le terme tumeur. C'est juste pour vous dire que tumeur, ça peut être des tumeurs bénignes, ok? Donc c'est juste des amas de cellules qui se regroupent entre elles, mais ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de néfaste et de dangereux pour toi. Alors que quand on utilise le terme cancer, ça veut toujours dire que c'est des cellules méchantes qui vont faire en sorte que tu meurs à la fin. Donc c'est juste faire la différenciation entre tumeur et cancer. Une tumeur peut être bénigne alors qu'un cancer n'est jamais bénin. Bon, c'est juste comme, comme je disais, genre au début le terme, ça a été proposé pour les cancers solides, carcinoma, genre en ancien grec, parce que les anciens médecins grecs, pour eux, ça ressemblait à un crabe, une tumeur. C'est comme un amas cellulaire, genre avec comme des pieds de crabe ou des pincettes de crabe qui se... Ouais, ça se ramifie. Qui se ramifie à partir d'un amas cellulaire central. Mais c'est comme maintenant Rita l'a expliqué. Pour aujourd'hui, on parle de cancer quand c'est maligne, quand c'est mauvais pour la santé, quand c'est néfaste. Mais généralement, alors moi je me rappelle dans un autre épisode que j'ai eu, c'est un autre épisode qu'on a eu ensemble pour la vieillesse, j'avais dit que le cancer est une maladie de vieillesse en fait. Parce que en fait à la base c'est quoi le cancer? Tes cellules sont comme des robots qui sont programmés pour appliquer des milliers de milliards de fonctions par seconde dans ton corps. Donc c'est quelque chose qui est programmé en eux et ils doivent carry out ces fonctions de façon précise ou du moins aussi précise qu'elles peuvent. Sauf que ça reste du vivant, pardon. Il y a des fois des erreurs qui se font et ensuite qui s'accumulent. Parfois d'autres ne veulent pas aller au travail. Parfois, d'autres ne veulent pas aller au travail, des cellules, comment dire, émigrées, comme dirait Eric Zemmour. What? Ou alors, tu sais, genre, elles y vont, mais tu sais, genre, elles ont la flemme, donc au lieu de mettre, genre, leur manteau et leurs chaussures, elles vont mettre que le manteau et pas la chaussure. Voilà. Et après, le fait qu'elles n'ont pas les chaussures, les enfants aussi vont pas avoir les chaussures et ça va entraîner des problèmes. Donc, tout ça pour dire que le cancer, c'est quoi la pathologie en fait? Que tout ça, c'est à cause de Eric Zemmour, c'est ça? Bon, normalement, si lui il jouait à League of Legends, on l'a sûrement dit Get Cancer, parce qu'on dit ça à tout le monde. Mais en fait, c'est quoi le cancer? C'est un dérèglement de la programmation que ta cellule a, et donc elle n'est plus capable de carry out ses fonctions dans la collective du reste de ton corps. Parce que cette dérégulation de la programmation de la cellule, et donc c'est une fonction de la dérégulation du code génétique de la cellule qui est le programme de ce robot-là. Oui. Moi, je rajouterais juste une précision. C'est même pas juste au niveau de ses fonctions. C'est parce qu'une cellule, normalement, elle est programmée pour vivre un certain temps et mourir. Et en fait, le fait que tu développes un cancer, c'est le fait que ta cellule, elle ne meurt plus et elle continue à se multiplier en plus grand nombre. Donc, c'est surtout de là que ça part. C'est même pas juste par rapport à sa fonction, parce qu'elle est capable de toujours faire sa fonction. C'est juste qu'elle va pas mourir, elle va se multiplier et c'est là que ça va faire un dérèglement. C'est pour ça que moi j'avais dit genre ces fonctions dans la collective ou dans le contexte de collectif de cellules. Tes cellules sont programmées à travailler ensemble et sont programmées à se multiplier ensemble et à mourir ensemble. Parce que ton corps arrive à détecter, ok, là il y a trop de cellules par là, il y en a moins par ici, donc on contrôle quelles cellules vont mourir. Et si la cellule veut croître, il faut qu'elle le fasse
pas au détriment des autres. C'est ça. Parce que les ressources sont contrôlées dans ton corps. Donc, tu peux pas juste avoir une cellule qui va bouffer plus de ressources que d'autres. So, comme elle a dit Rita, c'est une cellule qui peut toujours comme vivre à elle toute seule et faire ses bails à elle toute seule. Mais genre, elle les fait de façon néfaste pour les autres cellules. ça, T'avais une question? Ouais. T'avais une question, Sabrina? On comprend là comment ça fonctionne au niveau cellulaire, mais moi je voudrais savoir si les cancers sont héréditaires. Parce que est-ce que tout le monde peut choper un cancer? Est-ce qu'il y a certains cancers sont héréditaires mais pas d'autres? Comment ça marche en fait? Comme je disais, genre, c'est comme le cancer, c'est un dérèglement des fonctions de la programmation d'une cellule. Et donc ça passe par un dérèglement du code génétique. Et des fois, un dérèglement de code génétique peut être héréditaire. Ou du moins, si tu as une certaine, on va dire, séquence génétique, peut te rendre plus à risque de développer un cancer par le futur. Parce qu'il n'y a pas toute dérégulation de ton code génétique qui va provoquer un cancer, dans le sens où certaines peuvent être toujours réparées par ton corps. Ok? Mais si c'est un truc qui finit par se faire hériter par tes parents, ce qui est toujours possible, ça peut soit te mettre à risque, soit tu es né avec un cancer en fait. Parce que la plupart des cancers qu'on a, bien évidemment, genre en fonction de ton hygiène de vie, de où tu vis, est-ce qu'il y a des produits cancérigènes et tout autour de toi, ça peut augmenter. Mais à la base, c'est quelque chose de naturel. Ça arrive. You cannot not have des dérégulations de ton code génétique. Tu vois? Ça dépend après de est-ce que ton corps arrive à les choper, à les réparer ou à les détruire tout court. Donc on va revenir sur ça un petit peu plus tard. Mais c'est quelque chose qui peut arriver certainement. Ouais, mais si tu veux, surtout qu'arrivé à un certain âge, je pense qu'on a tous eu au moins une fois dans notre vie un cancer. Et c'est juste que notre système immunitaire a réussi à le contrôler, à le dégager. Maintenant, par rapport à l'hérédité, il ne faut pas oublier qu'on a des gènes qui viennent de notre père et de notre mère. Donc si par exemple, il y a une séquence qui va être à risque ou sujette à développer un cancer, mais que l'autre moitié de tes gènes ne l'a pas, ça peut comme annuler, si c'est des gènes récessifs ou dominants, ça dépend, tu vois. Et après, c'est sûr qu'en fonction de comment tu vis, ton mode de vie, quel âge tu as, tout ça, ça peut faire que le cancer va se développer ou pas. C'est pour ça que maintenant, il y a chez certaines personnes, quand on sait que le cancer, c'est des cancers qui se transmettent génétiquement, on peut te faire des tests, mais ça ne veut pas dire que si tu as le gène, ça ne veut pas dire que tu vas développer le cancer. Tu vois, c'est juste que ça dépend des pourcentages, ça dépend de quel type de cancer aussi. Tu sais, genre, je sais que les cancers liés au sein, quand par exemple plusieurs femmes dans ta famille l'ont eu, il y a de très 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 grandes chances que tu l'as aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines stars, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui font des ablations mammaires assez jeunes pour ne pas avoir à subir et à développer un cancer du sein. Parce qu'ils savent qu'ils sont sujettes au cancer du sein, comme Angelina Jolie par exemple, qui l'a fait parce que sa mère et je pense sa grand-mère aussi avaient eu un cancer du sein. Et pour ne pas arriver à ce stade-là, elle s'est fait une ablation mammaire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire aussi, dépendamment du risque, du pourcentage de risque que tu as de développer tel ou tel cancer. C'est quand même chaud. Mais moi, j'aurais aussi une question. C'est comment on sait qu'on a un cancer? Parce que parfois, d'un côté, je me dis, obviously, tu t'as mal quelque part et donc tu consultes un médecin et le médecin va faire une... comment on appelle ça? Une radio ou biopsie? Je sais pas, biopsie, ouais. Mais biopsie, c'est plus quand tu as déjà une masse. C'est ça. Parce que mais des fois, on fait des biopsies pour savoir s'il y a une masse. Pour savoir si on a un cancer. C'est ça. Mais parfois, justement, il y a des gens qui vont voir le médecin parce qu'ils ont mal, mais une fois arrivé, on se rend compte que c'est trop tard, que le cancer est déjà à un stade très avancé, etc. Donc, comment est-ce que ces gens-là ne se rendent pas compte,
Ou est-ce qu'ils ignorent la douleur, ou est-ce que parfois il y a des cancers qui avancent alors qu'on s'en rend pas compte? En fait, comment Il y a on sait il y a qu'on des a un cancers cancer ou pas? comme on a dit, il y a des cancers liquides et des cancers solides. C'est sûr que si c'est un cancer solide et que tu as une masse qui est visible à la peau ou au toucher, tu vas t'en rendre compte à un moment donné. Mais tu sais, genre, imaginons que c'est des cancers solides mais internes, mais Si que t'as tu pas ne un peux disconfort. pas voir Mm. et que et que ça ne va pas engendrer un changement ou un dérèglement dans la physiologie de ton corps, bah tant vas que tu pas fais pas de remarquer. test ou quoi, bah tu peux pas remarquer. Mm. Tu vois, Mm. il faut que Et ça induise des problèmes niveau physiologique et que ça arrive à un stade peut-être grave pour que tu puisses consulter. Tu sais, on a tous eu mal à la tête et on s'est dit comme ah ça va passer. Puis il y en a, genre, ils ont des petits trucs, ils sont là comme ah, moi, j'aime pas les médecins, j'ai pas envie de consulter, nanana. Sauf qu'au moment où ils consultent, ça veut dire que ça arrive à un stade très, très grave. Et parfois, bah, c'est trop tard parce que le cancer s'est généralisé. Il y a eu des métastases. Ça veut dire que ton cancer, s'il était à un seul endroit, il y a des petits bouts qui se sont détachés et avec la circulation sanguine, c'est parti migrer quelque part d'autre et ça a encore fait des cancers là-bas, etc., etc. Bah là, ça arrive trop tard. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu fasses des bilans sanguins assez régulièrement. Je pense que quand tu es jeune, ça doit être tous les 3, 4 ans, 5 ans. Mais arrivé à un certain âge, c'est à chaque année que tu dois faire des bilans sanguins. Regarder, par exemple, pour les femmes, faire des mammographies. Aussi des... Colonoscopie. Ouais, Colonoscopie aussi, ouais. Oui, toutes ces choses-là, surtout quand tu sais que dans ta famille, il y a eu des cas de cancer comme du côlon, de la prostate, du sein. Toutes ces choses-là, ce sont des facteurs qui sont pris en compte quand on va te demander de faire des tests régulièrement ou des dépistages. Bah, en fait, genre, juste peut-être pour donner quelques chiffres, genre, pour essayer de mettre dans le contexte, la mauvaise hygiène de vie est corrélée, ou en tout cas, genre, cause juste un tiers des cas de cancer qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est juste pour te dire que quand je dis que c'est un truc naturel, c'est vraiment, en fait, c'est tes cellules, à force de se multiplier, elles vont accumuler des erreurs. C'est ça. Parce que c'est vraiment de milliards, de trillions de copy-paste qui se passent dans ton corps tous les jours. Et si toi, tu prends par exemple une photo que tu as imprimée de ton ordinateur, puis tu prends la copie qui a été imprimée et tu fais copier dans la machine, dans la photocopieuse, comme des centaines de millions de fois, au bout d'un moment, le résultat final ne va pas nécessairement ressembler au résultat initial. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des choses qui arrivent naturellement. Il y a à peu près un tiers des cancers qu'on diagnostique qui sont causés par une mauvaise hygiène de vie, donc tabagisme, le fait de fumer, le fait de boire de l'alcool, un très mauvais body index, dans le sens masse de graisse, comme t'es gros, t'es overweight, t'es obese, tu bouges pas, parce que le fait de bouger, ça aide aussi un petit peu ton corps. Et puis il y a un autre tiers aussi, des cancers qu'on détecte, qu'on diagnostique aujourd'hui, qui sont causés par des pathogènes. Donc, des micro-organismes qui vont t'infecter. Parce que quand un micro-organisme t'infecte et il va causer des dégâts à un certain tissu, et ben ton corps est en train de réparer ce tissu. Right? So, il produit de nouvelles cellules, il fait de nouveaux copy-pasting. Et si c'est un truc chronique qui reste avec toi pendant longtemps, ce over-copying and over-pasting de ton code génétique va provoquer l'apparition de cancer. Durant l'épisode du microbiome, on a parlé de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, c'est quand tu la chopes, tu peux avoir une infection chronique, donc tu restes avec la bactérie toute ta vie, elle est toujours en train de t'infecter, toujours en train de causer des dégâts, et ton corps essaie de réparer ces dégâts. Et à force de provoquer beaucoup plus de création de cellules, si je peux dire ça, ou de multiplication de cellules, ça peut développer des cancers. HPV, papillomavirus. Donc, c'est un virus que tu peux avoir... papillomavirus. Non, papillomavirus. c'est pas papillomavirus. En anglais, c'est papillomavirus. Ok, en français, c'est papillomavirus. Mais oui, c'est pour ça qu'on te dit que le cancer du col de l'utérus, il est, initié par ce virus-là. HPV, ouais. Mais Hepatitis, les hépatites aussi, pour ouais, le liver, pour le foie. foie.
pour le foie. Donc, c'est des infections qui peuvent commencer, et puis si tu les traites pas bien, ça reste avec toi, ça reste chronique, ça va se déclencher, genre un peu comme malaria, un peu comme le paludisme, tu sais, ça se redéclenche au fur et à mesure de ta vie, et ça crée des dégâts, et pour que ton corps puisse réparer les dégâts, bah, tu sais, il entre en overdrive en termes de multiplication de cellules, et ça augmente le risque, et ça finit des fois par développer un cancer. Donc on a un tiers, c'est ton hygiène de vie, un tiers, c'est les microbes, et puis un tiers, c'est juste naturel. Et en fait, les cas les plus comment dire, les plus fréquents, ou du moins les plus médiatisés, tu vois, surtout par rapport aux enfants, t'es juste né avec, malheureusement. Enfin, t'es né avec plus d'affinité pour développer la maladie, ou peut-être t'es né avec, mais on n'a pas pu le diagnostiquer au départ. Et une fois que t'as vieilli, bah, comme t'as dit, bah, comment on fait c'est le travail du médecin. On regarde les symptômes et on essaie de lier à une maladie. Tu vois, que ce soit une infection, que ce soit un problème métabolique, que ce soit un problème génétique, que ce soit un problème de cancer. C'est le travail d'un médecin. J'essaie de voir quels sont les trucs. Et c'est pour ça que la meilleure chose, c'est la prévention. Et vraiment aller se faire tester, comme, surtout au bout de 30 ans, je te dirais, essaye de le faire au moins une fois toutes les années, si tu peux, une fois tous les 2 ans. C'est vraiment continuer. Mais ça, pour se faire tester, c'est que les bilans sanguins, c'est ça ou... Non, tu peux faire d'autres, comment dire, d'autres tests pour essayer d'autres tests de dépistage. Par exemple, pour le cancer du prostate, qui est très difficile à détecter. Parce que le prostate, c'est comme un organe que tu as au fond de toi. Tu peux pas nécessairement faire des biopsies. Et les médecins, ils sont pas nécessairement là en mode, OK, open this person up. Let's do a biopsy. Mais attends, parce que là, vous êtes dans l'abus total, les gars. C'est un truc interne, mais genre, c'est à 2 phalanges de l'entrée de ton... De quoi Quoi? T'as 2 phalanges de quoi? Ça... Attends, parce que là, si je rigole aussi, ça le fait pas. C'est à 2 phalanges de l'entrée de ton... comment on appelle ça? De quoi, l'anus, genre? De ton anus, c'est ça. Donc, c'est pas un truc, on va pas t'ouvrir pour aller faire ça. On va juste rentrer une pince et un truc et bam, bam, c'est tout, là. Si on veut faire une biopsie, genre, c'est comme, généralement, c'est pas la plus compliquée. Vous voyez, les hommes, comment vous êtes, là? Vous êtes dans l'abus total, hein. Ça, c'est typique de chez vous. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est à 2 phalanges. 2 phalanges, c'est quoi? C'est comme 3 centimètres. Tu peux juste anesthésier local, tu prends un petit bout et tout. Mais moi, ce que je veux dire par rapport au dépistage, c'est pas arrivé à 30 ans que tu vas commencer à faire des dépistages régulièrement, parce qu'il y a quand même des codes, puis ça coûte cher aussi à la société et au gouvernement de te faire dépister à chaque année toute une population. Mais tu sais, genre, c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, tu vas faire des dépistages plus réguliers, c'est-à-dire tous les 2 ans, tous les 5 ans, dépendamment. Mais... je veux juste te dire quelque chose pour revenir à ce que tu disais au début, c'est que le cancer, c'est une maladie liée à l'âge. C'est juste que plus longtemps tu vis, plus longtemps ton corps va faire d'erreurs. Donc tu as plus de chances de développer des cancers liés au fait que quand tu vas faire des copier-coller, il y a une erreur qui va s'intégrer dans ton code génétique. Maintenant, pour le dépistage, dépendamment de si tu es une femme ou si tu es un homme, les dépistages vont pas être les mêmes et les time points vont pas être les mêmes. Par exemple, le dépistage du cancer du col de l'utérus pour une femme, à partir de 25 ans, tu dois faire un dépistage à chaque 3 ans ou à chaque 2 ans, dépendamment de quel pays tu es. Tu vois? Alors que par exemple, un cancer du sein, c'est à partir de 40 ans qu'on va te dire de faire des mammographies. Puis quand je vous dis les dépistages comme ça, là, c'est des dépistages qui sont pris en compte par le gouvernement. Moi, je parle de la France ou d'ici au Canada. Je sais qu'on t'envoie un document pour te dire « va te faire dépister » et tu ne payes rien pour ce dépistage-là. C'est l'État, en fait, qui prend en charge ce dépistage-là. Parce qu'ils savent très bien que si tu s'es pris en compte plus tôt et à temps, ça va coûter moins cher dans tous les cas à la société. Donc, autant faire ça pour prévenir et ne pas engendrer une population de je sais pas moi, comme 40% de la société qui a un cancer. Parce que là, ce serait vraiment problématique. Ça va coûter moins cher, puis ça va être plus traitable plus tôt que tu le détectes, bien évidemment. Mais moi, je voulais juste comme parler un petit peu plus comme de la pathologie du cancer, là, comment ça se développe et tout. Et tout à l'heure, Etal avait dit que pourquoi le cancer, c'est une maladie d'âge, parce que
plus tu es vieux, plus tes cellules se sont multipliées. Et donc, plus il y a de chances que tu vas développer un cancer. En fait, il y a qu'un truc qu'on appelle le Peto Paradox. C'est que les animaux les plus vieux sur Terre et les plus grands ne développent pas de cancer. De cancer, ouais. Les baleines, ça quelque part. Hein, les baleines, par exemple, vivent beaucoup plus longtemps que nous et sont beaucoup plus larges que nous. Et tu te dis, vu que leurs cellules doivent se multiplier autant, comment ça se fait que ces baleines-là n'ont pas de cancer? Et en fait, c'est là où c'est le nouveau c'est un nouvel axe de recherche qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce que ces animaux ont pour qu'ils ne développent pas autant de cancer, alors que normalement, logiquement, du moins... Vu leur taille et vu leur âge surtout. Un éléphant, ça vit 80 années. Et tu sais, la taille de cellules d'un éléphant, c'est la même taille de les cellules d'un être humain, c'est la même taille d'une cellule d'une souris. C'est juste le nombre de cellules qui est beaucoup plus grand chez les... Est-ce que tu penserais pas que vu que les cellules sont les mêmes, ça dit que les tailles de cancer techniquement sont les mêmes aussi au début ou même en grandissant? Oui, sauf que par exemple une tumeur de 2 grammes chez une souris, l'impact, c'est ça, 10%. Quand tu fais le ratio, c'est ça, quand tu fais le ratio entre le poids chez la souris et le poids chez l'éléphant, c'est genre le truc de 2 grammes, il va pas bloquer une artère de la même manière chez un éléphant que chez une souris, tu vois. La taille des artères est différente. Mais il faut prendre en compte le fait que si tu as une tumeur qui a de la place pour grandir, elle va aussi prendre plus de place et grandir plus vite parce que l'apport en énergie, en nutriments et tout, est plus important aussi. Donc il y a ces 2 facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Généralement, pourquoi les cancers, ils sont un peu genre... La nomenclature des maladies du cancer en arabe classique, c'est l'amrad al-khabitha, ça veut dire les maladies cunning. Cunning en français, c'est genre... comment je vais essayer de trouver la... Traître. Khabith, c'est pas... Attends, cunning... En vrai, traître, ça correspond, hein. Mais khabith, ça veut dire traître. Non, c'est rusé. C'est les maladies rusées. Ah bon? Parce que genre, c'est des maladies c'est la même chose, donc on dit se cachent. Ah oui, maligne. C'est ça. Rusé, ouais. Donc, et la raison pour laquelle, parce que si tu développes une tumeur, par exemple, solide, non seulement les cellules peuvent continuer à se multiplier, mais si leurs ressources sont limitées, elles peuvent demander à dérégler des veines vers la tumeur pour que les cellules ont plus de nutriments pour se développer, en fait. So, cancerous cells, c'est pour ça que je dis comme les cellules cancéreuses, elles continuent à fonctionner comme à la dirita, genre c'est comme ça, elles continuent à grandir, elles continuent à se multiplier et tout, sauf qu'elles sont tellement égoïstes que quand elles voient qu'il n'y a pas assez de ressources pour se multiplier de façon dérégulée et plus significative que les autres, elles vont commencer à envoyer des signaux pour ramener des veines vers elles. Et c'est comme ça que la tumeur, elle grandit. C'est comme ça que Rita, elle a dit, peuvent aussi métastaser. Donc, tu as une cellule qui se détache, elle va aller dans une de ces nouvelles veines-là, tu vois. Puis, elle va passer dans une artère et elle était, par exemple, dans ton poumon, elle va finir dans ton estomac, ou un truc dans le genre. Et, t'as vu, c'est fou quand même. Hein. Tu te dis, ils sont tellement intelligents. Déjà, elles sont là entre elles, elles sont là, elles se collent là, elles grandissent. Puis là, elles vont aller lancer des signaux pour ramener des artères, des machins pour manger correctement et tout. Moi, je trouve ça fascinant. Hein. C'est pas nécessaire parce que dire qu'elles sont intelligentes, c'est comme si genre, elles ont une volonté. Mais généralement, ce qu'on dit, c'est que c'est un retour dans l'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, dans l'évolution, il n'y avait que des êtres unicellulaires, donc elles sont en compétition contre tout le monde autour d'elles. Et pour devenir pluricellulaires comme nous, elles ont appris à collaborer. Donc c'est comme si une cellule cancéreuse revient à son initial programming de « you're all alone ». Tu vois, c'est « me versus the world », comme, tu sais, fuck ces cellules autour de moi, là, elles servent à rien, elles font rien. Mais c'est des cellules de cœur, par exemple, ou whatever. So, tu peux pas nécessairement la déréguler sans... Donc c'est vraiment un état de vie qui est assez égoïste et c'est retour genre à survival of the fittest, sauf que malheureusement ça finit par... le proverbe? Il faut un arbre pour faire 1000 allumettes ou des millions d'allumettes, mais il faut une seule allumette pour incendier toute une forêt. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon... Like one, vas-y. Moi j'allais dire, c'est comme une cellule peut provoquer tout ça, sauf que ton corps, vu que c'est quelque chose qui arrive...
a aussi évolué pour essayer de contrer ces cellules-là. Et donc, une chose que toutes les cellules ont, c'est ce qu'on appelle la mort programmée ou l'apoptosis. Okay? C'est que moi, je ne me rappelle plus c'était dans quel épisode, j'ai fait la comparaison. En fait, tes cellules, c'est comme des samouraïs. Okay? Quand elles apprennent qu'elles ne servent plus à rien ou qu'elles peuvent devenir néfastes à leur environnement, elles se suicident. Harakiri ou seppuku, genre, tu vois. C'est vraiment comme ça que tes cellules se comportent, parce que si elles deviennent cancéreuses ou elles deviennent méchantes, elles peuvent ruiner tout un tissu ou elles peuvent ruiner tout un corps, tu vois. Dès qu'on détecte que nous, on commence à faire du n'importe quoi, on se suicide. Maintenant, il se peut que la cellule oublie ou n'est plus capable de se suicider elle-même. How convenient it is. Tu vois, ouais, c'est genre, oh, désolé, j'ai perdu mon katana, je le trouve plus. Donc, tu vois, je vais pas faire de seppuku. Donc, c'est là où ton système immunitaire va entrer en jeu. Tu as des cellules qui vont aller scanner d'autres cellules pour savoir quelles sont les cellules cancéreuses versus quelles sont les bonnes cellules. Et comment le système immunitaire fait ça, c'est comme un système de carte d'identité, si tu veux dire, ou un système de papier à l'aéroport, ça c'est mieux. C'est comme un système de papier à l'aéroport, c'est que tes cellules vont toujours montrer un passeport pour dire voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de produire ce type de protéines, je suis en train de produire ce type de truc, ok? Et ton système immunitaire sait qu'une cellule de cœur, elle n'est pas supposée faire des trucs de digestion, tu vois ce que je veux dire, like, juste pour donner un exemple comme débile. Donc, elle va scanner, t'as pas les bons papiers, tu vois, comme dirait Eric Zemmour, au lieu de rentrer chez vous, là, monsieur, madame, on va vous tuer. Zemmour, il dit pas ça. Il dit pas ça, mais non, genre, ça m'étonnerait pas que si ça vienne. Il a dit rentrer chez vous. Et Eric Zemmour, il l'a dit. Il a dit rentrer chez vous. Ouais. Mais du coup, la cellule immunitaire, elle va un petit peu plus loin. C'est comme, you need to kill yourself, right? So, est-ce que tu arrives à te suicider? Puis c'est comme, oh no, I can't, sorry. C'est comme, oh, too bad for you, you know, like, I got the switch, tu vois. C'est comme, puis la cellule essaye de... Maintenant, il y a des cellules cancéreuses qui essayent de se cacher. Des vicieuses. Ouais, genre, parce que... Des cellules vicieuses. Parce que le truc, c'est que, à quoi ça sert ce passeport-là? Ça permet au système immunitaire de savoir qu'est-ce que toi tu es en train de faire en ce moment en tant que cellule. Right? Pour qu'une cellule cancéreuse se développe et se multiplie de façon incontrôlable, elle est en train de produire certaines protéines pour permettre ça. Elle n'est pas en train de faire son boulot normal, en train de produire des protéines de digestion, par exemple, si c'est une cellule d'estomac. Elle est en train de produire d'autres choses pour garantir, tu vois, qu'elle va se reproduire de façon plus importante que les autres. That's what that passport is about. Ça permet au système immunitaire de savoir quelles sont les fonctions que tu es en train d'accomplir en ce moment. Okay? Et comment les cellules cancéreuses, des fois, peuvent détourner ça, c'est qu'elles cachent ce qu'elles sont en train de faire. Elles montrent des faux papiers. Elles montrent des faux papiers ou elles ne montrent pas de papier tout court. Ça. Donc le système immunitaire ne sait pas s'il est en train de regarder un mur ou regarder une cellule. Parce qu'il n'y a pas de passeport. Tu vois ce que je veux dire? And then... C'est des fantômes. Mais là, il y a d'autres cellules immunitaires. Ah non, like, too much suspense. C'est les natural killer cells. C'est ça. C'est le SWAT team. Et en fait, les natural killer cells, pourquoi on les appelle natural killers? Parce que leur prerogative, c'est tuer sans poser de questions. Okay. Ah ouais, elles sont là juste pour ça. Sur le dark web. Elles cherchent pas à comprendre. Genre, les autres cellules du système immunitaire, c'est comme, ok, montre-moi tes papiers, c'est quoi ton histoire, t'as été étudiant combien de temps, pourquoi tu viens en France, tu vois, là, des questions comme ça. Les autres... J'ai cru entendre pourquoi tu viens en France. c'est mes souvenirs de voyage, tu vois, genre en France. Mais les natural killer cells, c'est comme, est-ce que t'as les papiers? Et genre, en fait, les autres cellules immunitaires, elles cherchent à voir quels sont les papiers de chaque cellule. Les natural killer cells essayent de voir est-ce que les cellules ont des papiers ou pas. Ok. Right? Wow. So, le système immunitaire essaie de vérifier quelles sont les informations que tu as, mais les natural killer cells essayent de vérifier un manque d'informations. Okay. Comme ça, s'il y a un truc invisible, it doesn't care. I'm just gonna kill what doesn't exist. Mais pas que, parce qu'elles peuvent aussi détecter quand il y a un truc qui va pas et les tuer aussi. Elles font pas que
que tuer des gens qui n'ont pas de papier. Des pas cellules, des gens, c'est des cellules. Des cellules. Restons dans le contexte, s'il vous plaît. Ne nous emportons pas. Mais en vrai, le corps est super bien fait. C'est trop bien fait. Et le système immunitaire, c'est trop intéressant. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais ça maintenant? C'est trop... Bah ouais, en vrai, c'est vraiment grave intéressant. Hein. Parce que bon, là, c'est comme, tu sais, ce que je dis, c'est un peu oversimplification. Tu vois, c'est comme elle a dit Rita, les natural killer cells peuvent aussi vérifier, mais c'est juste pour vous dire comment les différents types de cellules complémentent each other. C'est trop genre, bien il y en a une qui va pouvoir détecter un manque d'informations et d'autres fonctions, bien sûr, et l'autre, elle est là pour vérifier les informations qu'il y a. Et donc, pourquoi je parlais aussi de passeport, de quelles sont les protéines que tu as et tout? Parce que dans tes cellules, dans ton code génétique, en fait, on a ce qu'on appelle des tumor suppressant genes. Donc, c'est des gènes qui vont produire des protéines qui sont là pour supprimer les tumeurs. Pas nécessairement supprimer les tumeurs, mais juste comme supprimer toute dérégulation qui peut emmener à une cellule cancéreuse. Donc, y compris les gènes pour le suicide. Mais il y a aussi des oncogenes, on appelle ça des oncogenes. C'est des gènes qui vont permettre aux cellules de proliférer de façon comme incontrôlable. Et ce qui peut faire qu'un cancer commence par une cellule et termine par une tumeur, genre métastasée. Mais moi, juste une question que j'ai envie de poser. What do you think is the function? Enfin, pourquoi déjà naturellement, nous, on a des oncogènes? Et c'est quoi leur fonction naturelle, à votre avis? Même si on les appelle oncogènes. C'est un truc qui permet la prolifération rapide de cellules. Parce qu'on vient tous on va dire, d'une cellule qui se divise et tout. Donc, à un moment donné de l'évolution, de notre développement, c'est une protéine qui était nécessaire. Et une fois qu'on a comme fini de se développer, on l'utilise de temps en temps pour remplacer des cellules mortes, pour grandir et tout ça. Mais plus on prend de l'âge, moins on l'utilise. Et donc, à un moment donné, c'est juste des protéines qui sont présentes, mais pas actives, je pense. Bah, c'est pas des protéines, exactement. C'est des gènes, mais oui, effectivement, c'est ça. Des gènes, pardon. Tes oncogènes, en fait, c'est des gènes qui sont activés quand tu es encore un amas cellulaire dans l'utérus de ta mère. Encore dans l'utérus de ta mère. That's what they're there for. Comme ils sont là pour provoquer cette prolifération exponentielle de cellules, pour passer d'une seule cellule fécondée à un être humain. Mais du coup, ton corps, il reconnaît, c'est pour ça que je dis, il regarde quelles sont tes fonctions en ce moment. Si la cellule est en train d'activer ses oncogènes, elle est en train de produire des protéines et des enzymes qui sont liées à cette fonction de prolifération. Okay. C'est pour ça qu'il y a les papiers, il y a le passeport dont je parlais. On l'appelle MHC en anglais. En français, c'est CMH, complexe... Histocompatibilité. Ou CHR. D'histocompatibilité, ouais. Donc, c'est... type 1 ou de type 2. Type 1 ou type 2, dépendamment. Mais c'est comme c'est des gènes qu'on porte naturellement, en fait, qui ont différentes fonctions. Mais si ces fonctions-là sont activées dans le mauvais contexte, ça peut provoquer des maladies. Tu vois. Et il s'est avéré que les animaux qui vivent le plus longtemps et les animaux qui sont les plus larges aussi, comme les baleines, elles ont un arsenal de tumor suppressant genes, TSG genes, on les appelle en anglais. Elles en ont comme une masse comparée à une souris, par exemple. Parce qu'une souris, ça vit juste 2 ans à 4 ans. So they don't need to have that much tumor suppressant. Tu vois ce que je veux dire? Mais une baleine, elle a comme 1000 à 100 000 fois plus de cellules qu'une souris, et elle vit 100 fois plus, ou plus comme 50 fois plus. Okay. Right? So, elles ont beaucoup plus de tumor suppressant genes. So, s'il a fallu 5 mutations, par exemple, pour qu'une cellule de souris devienne cancéreuse, il en faut 25 pour qu'une cellule de baleine devienne cancéreuse. Mais peut-être qu'on pourrait se poser la question, donc peut-être vu que nous, on vit plus longtemps maintenant qu'avant, on pourrait se dire que peut-être que nos gènes vont muter pour avoir plus de ces gènes restrictifs de tumeurs, et ce serait comme une évolution. Sauf que c'est pas le cas. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Déjà, ça met combien de temps pour que nos gènes puissent muter? Parce qu'en vrai, ça fait pas si longtemps qu'on vit aussi longtemps. En fait, ça fait juste 100 ans qu'on vit... ça fait juste 100 ou 200 ans, et puis l'évolution, ça se compte en millions d'années. On verra plus la prochaine mise à jour, quoi.
Ouais, on verra les résultats. Mais nous, on est en train de comme aller à l'encontre de ce processus. How? Parce qu'on est en train de sauver des gens. Right? So, si tu veux vraiment que l'évolution fait les choses bien, il faut que tu laisses sélection naturelle. Oh shit. Tu peux pas juste comme sauver des gens puis dire ah mais comment ça se fait que ça évolue pas? Okay. Bien sûr que ça évolue pas parce que ces gens-là survivent, tu vois. Et bien évidemment like it's their right and they should. Mais je suis juste en train de dire que genre plus tu sauves des gens. Mais s'ils ne survivent pas, ça change quoi? Il y a transmission en fait, je pense. Transmission. Tu transmets des caractères ou des gènes que la nature voudrait éliminer qui sont pas favorables à la survie. Aux générations futures. Mais moi, et ainsi de suite. Moi, j'irais même plus loin. C'est même pas le fait qu'on les sauve qui est problématique. C'est qu'on va on va leur donner des médicaments ou des choses qui vont restreindre des gènes ou activer certains gènes qui ne sont pas favorables à l'évolution. Et je pense que c'est surtout de ça qui va faire que c'est problématique, si on peut dire ça comme ça. C'est parce que ça va pas te laisser te permettre d'avoir des modifications génétiques parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait pas dans les traitements et tout ça. Donc, tu peux pas évoluer génétiquement pour avoir ces gènes qui vont te permettre de vivre plus longtemps d'une manière physiologique. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec le philosophe dont je vais taire le nom qui a dit que la médecine est la pire catastrophe qui soit arrivée à notre planète? C'est Nietzsche, ça? Ouais, quelqu'un a dit ça. Hein? Mais je sais pas, c'est si comme like, Nietzsche ça m'étonnerait pas si ça vient de Nietzsche. Mais I mean, c'est vrai parce que en fait, genre quand tu permets à des personnes qui sont nées malheureusement avec des maladies et surtout des maladies qui peuvent s'hériter et tu leur sauves la vie et tu leur permets de vieillir, d'avoir leurs propres enfants. Bah, en fait, c'est comme si tu rallonges la souffrance de l'espèce par rapport à cette maladie spécifiquement. That's what happens on a species level. Ça, c'est au niveau de l'espèce, pas au niveau de l'être humain. Bien évidemment, au niveau de l'être humain, tu vas dire « Everybody deserves a chance to live ». Et si on peut sauver les gens, surtout que ça va rien nous coûter à moi personnellement, pourquoi pas? Mais au niveau de l'espèce, c'est ce que tu fais. En fait, tu favorises la prolifération et l'émergence de traits défavorables à la survie de l'espèce généralement. Mais ça fait sens dit de cette manière-là, mais en vrai, s'il n'y avait pas la médecine, on mourrait de maladies nulles. Genre, il y a des gens qui mourraient d'un rhume, tu vois, les gens avant mouraient en chopant un rhume. La réalité, c'était que nos ancêtres, avant la sédentarisation de l'humanité, étaient supérieurs à nos ancêtres et à nous après sédentarisation. Parce que nos ancêtres qui vivaient, genre, c'était des hunter-gatherers et ils se baladaient un peu, ils suivaient les troupeaux, ils n'étaient pas nécessairement fixes. Leur corps était beaucoup plus sain que les nôtres. Tu vois? Oui. C'est juste que, vu que eux, ils n'avaient pas nécessairement beaucoup de ressources, et c'était pas beaucoup, et il fallait bouger, donc une femme ne pouvait tomber enceinte qu'à un certain moment de l'année. Tu sais ce que... They were few in number, but they were better as individuals, comparé à nous aujourd'hui. Ouais, mais maintenant, nous... Est-ce que tu as besoin d'être moins mais en bonne santé, ou plusieurs et moyennement en bonne santé? Bah, eux, ils ont survécu quand même pendant des millions d'années comme ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Nous, ça fait juste 10 000 ans qu'on vit dans une société sédentaire, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de suicide évolutionnaire. Quand on parle d'humanité, c'est parce que est-ce que les traits que nous, on a adoptés, oui, certes, c'est des traits qui étaient avantageux sur le court terme. T'as domestiqué des animaux, tu peux faire plus d'enfants, tu peux faire une ville, tu peux faire des empires, des royaumes avec. Mais quel est l'impact sur l'espèce, de 1, et quel est l'impact sur l'environnement aussi? Ouais, parce que là, de plus nous sommes nombreux, plus notre impact sur l'environnement se fait sentir. Si nos ancêtres ont survécu pendant des millions d'années, genre, comment dire, en harmonie avec leur écosystème, puis nous, en 20 000 ans, on ruine la Terre, là, ça, c'est vraiment un suicide évolutionnaire. Clairement. C'était qu'on a adopté des solutions qui étaient très avantageuses à court terme, mais sur le long terme, on finit par éteindre notre espèce, ou du moins
la limiter, retour en arrière et après faut tout refaire, tu vois. Mais pas que la nôtre. On est un ouais, c'est comme un écosystème. Donc, but nature always finds a way, c'est juste que ce serait pas une façon qui est bénéfique à nous. Parce que nous, on a évolué dans un certain écosystème. Si l'écosystème change de façon, on parle de transition catastrophique, bah peut-être que, je sais pas moi, genre les cockroaches, ça va être les futurs rois de la Terre, mais c'est pas nécessairement avantageux pour nous. Mais ça l'est. On sait tous qu'ils survivront. On crèvera tous sauf eux. Ouais, eux et les scorpions. Pourquoi les scorpions? Et les rats, ils sont très résistants, les scorpions. Like, pour mesurer la radioactivité durant Tchernobyl, on jetait des scorpions par l'avion et on les récupérait plus tard pour savoir quel est le taux de... Those things survive everything. Genre, c'est vraiment... Parce qu'on pouvait pas envoyer des gens avec des hazmat suits, tu sais, genre, parce que c'était trop... tu lâchais des scorpions et tu essayais de récupérer de l'autre côté de la rivière ou un truc comme ça. Sur leur corps. Sur le scorpion. Oh, mon Dieu. Donc, c'est vraiment un truc très résilient. Est-ce que vous pensez, du coup, que ce serait... Genre, si un gouvernement se lève aujourd'hui et dit, si quelqu'un il a une maladie génétiquement transmissible ou héréditaire, tu vois, oui, on accepte de sauver la personne, mais cette personne doit signer un document qui garantit qu'elle ne va jamais faire d'enfant. C'est pas possible. Éthiquement parlant, tu peux pas. Non, ça peut pas marcher parce tout le monde a des maladies héréditaires. On a tous des gènes potentiellement qui vont induire non, mais c'est non. Ce que j'ai dit, c'est que quelqu'un a une maladie héréditaire, mais on la sauve. Pas parce que la personne a la maladie. Tu ne peux pas dire à quelqu'un... De toute façon, déjà, il n'y a aucun médecin qui va accepter... vu qu'il a fait le serment d'Hippocrate, c'est pas faisable. Éthiquement parlant aussi, c'est pas faisable non plus de dire à quelqu'un de ne pas enfanter ou de ne pas avoir d'enfant. Puis de toute manière, si tu fais ça, ça s'appelle un génocide. Non, ça s'appelle de l'eugénisme. Ouais, puis ça a déjà eu lieu. Et c'est interdit par la loi internationale. Moi je dirais ça a été interdit récemment. Je vote pas ça, mais je me dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver parce que déjà on est comme assez jeune, on n'a jamais vécu autant longtemps qu'on vit actuellement. La population n'a jamais été aussi importante et les problèmes auxquels on fait face sont des problèmes nouveaux. On va devoir trouver de nouvelles solutions. Même si on parle de démocratie. Mais ces questions-là ont été... Il y a un moment que ça a été réfléchi pour ces questions-là. C'est pas juste récent. Mais pas avec les problèmes futurs, mais avec les problèmes passés. À différents moments de l'évolution, le même problème peut revenir personne ne va accepter parce que l'eugénisme... Peut-être. L'eugénisme avant a été proposé comme une solution raciste. Ouais. Parce qu'on ne demandait pas nécessairement aux gens qui avaient des maladies, mais on demandait beaucoup à des gens qui avaient des traits considérés comme indésirables. Par exemple, un trait d'ethnie, ou un trait de culture, ou un trait par exemple, de sexualité, tu vois. Mais on a présentement comme un boom de population. Bon, l'OMS, elle dit qu'on va peut-être plateau à 10 milliards de personnes. Que le boom de la population humaine va se stabiliser vers les 10 milliards. But we do have a population crisis dans le monde, tu vois. Et les ressources ne sont pas distribuées malheureusement de façon équitable. Moi, je vois comment contrôler la population comme a potential solution to that. Même s'il y a des problèmes d'éthique, certainement, mais quand tu le poses comme tu as dit, Jalil, moi, je me dis, that could be a solution in 100 years. Il y a plus d'eau potable. What are you going to do? On ne sait pas comment ça va évoluer. Ouais. Je pense que ce serait se mentir de penser que ce qu'on a acquis jusqu'à présent, c'est des trucs immuables qui ne vont pas changer. Non, ça c'est certain. Mais maintenant, mon point, ce que je dis, c'est que normalement, je pense, toute personne saine d'esprit va refuser de faire ça. Maintenant, est-ce que... Non, je pense que oui. Mais parce que c'est instinctif de faire... C'est ton droit de penser ça, Aïta. Oui, explique ton laissez-moi aller jusqu'au bout de ma réflexion. Je pense qu'en tant qu'être humain, c'est comme contre nature de faire ça parce qu'on est né pour engendrer une descendance, ok? Maintenant, s'il y a des gens qui vont faire ça, ça va être comme les politiciens et tout, ils vont le faire d'une manière à ce que la population ne soit pas au courant de ce qui se passe. Ça, c'est possible. Mais arriver en mode, écoutez, je vais vous injecter un truc
en disant c'est un vaccin pour, je sais pas moi, la coqueluche, alors qu'en fait c'est un truc pour t'empêcher d'avoir des enfants. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais est-ce que la population, en connaissance de cause, va arriver et va dire comme, vas-y, viens, moi j'ai envie de recevoir ce truc-là. Peut-être qu'il y a un pourcentage qui va dire oui, mais la majorité ne va pas dire oui. Et donc, pour influencer et faire en sorte que la population diminue drastiquement, va y avoir des choses qui vont être faites qui ne vont pas être connues du grand public. Mais de toute manière, ça existe déjà, ce genre de choses. Par exemple, en Inde, les femmes qui travaillent dans les champs, dès qu'elles ont 1 ou 2 enfants, qu'elles ont par exemple une infection urinaire ou quelque chose comme ça, on leur fait une ablation de l'utérus en leur faisant croire que c'est la chose nécessaire, qu'il faut faire ça, mais en réalité on leur fait une ablation de l'utérus pour qu'elles arrêtent de faire des bébés et qu'elles travaillent plus. Mais ces femmes, ce sont des femmes qui sont pauvres, qui n'ont pas accès à l'instruction, et puis c'est des médecins qui leur disent « Ah, il faut faire ça, sinon vous allez mourir », donc elles le font. Mais ça existe déjà aujourd'hui. Non, moi j'allais juste dire que genre, il se fut pas longtemps quand même, la majorité de l'humanité considérait jusqu'à pas l'esclavage ou considérait les femmes comme la property of the man. Ouais. Ça, c'est la majorité des gens qui le pensaient. Ouais, quand on parle d'éthique, l'éthique est fonction de quelles sont les conditions de vie. You know? Les pays où la vie est aisée, on aime bien dire qu'on est des idéologues, you know? Mais quand les choses sont mauvaises et difficiles, ça change vite. Ça change quand vite. Quand les ressources s'amenuisent et qu'on doit survivre, la manière dont la majorité pense aussi change rapidement. Oui, ça change, mais ils vont faire ça sur leur population à eux. Ils vont accepter de faire ça sur la population des autres. Et les autres, pour le moment, ils vont le faire d'une manière indirecte. Actuellement, c'est le cas. Mais si, par exemple, dans, je sais pas, 200-300 ans, on se retrouve avec un problème d'eau potable, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit au Bénin. C'est pas dans 200-300 ans, c'est dans 50 ans. Mais Sabrina, c'est dans 50 ans. Si ça arrive, exactement. Genre, la manière dont les gouvernements mondiaux et même les populations vont être capables d'accepter certains trucs. On va accepter certains trucs. Et ça va peut-être devenir comme dans les films. Ça va peut-être devenir comme dans les films où tu as genre divergent et tu as 2 personnes qui sont comme ouais, mais c'est mon père, je veux pas qu'il meure, du coup je vais faire un truc, essayer de le sauver, l'emmener quelque part. Mais c'est possible qu'il y ait un scénario comme ça. Mais Rita, la population, tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont se lever et se révolter et brûler le gouvernement? Ils vont pas faire ça. Ils vont brûler les gens comme ils brûlaient les fausses sorcières. Non, mais j'ai pas... Juste en mode... Je n'ai pas dit ça. C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont pas accepter. Mais tu veux qu'ils fassent quoi si le gouvernement... Déjà, et je pense que, moi, mon point, c'est que le gouvernement va le faire de manière discrète. Ne va jamais aller le dire comme ça au grand public. Moi, c'est ça comment moi, je vois la chose. C'est un peu complotiste, ça. Ça se peut, tout comme... Moi, écoute, imagine, on est déjà comme presque 8 milliards d'humains sur Terre, quand même. Donc, déjà, techniquement, si les ressources étaient partagées équitablement, il y en aurait assez pour tout le monde. Mais là, on va juste faire de plus en plus de bébés, parce qu'on est de plus en plus nombreux, et au bout d'un moment, il n'y en aura plus assez pour tout le monde. Et à ce moment-là, il va falloir sélectionner les meilleurs. Et déjà, aujourd'hui, Elon Musk commence à parler de ça. Lui, il est là comme, oui, moi, je fais partie de l'élite intellectuelle, et en plus de ça, je suis riche, les gens comme moi, on doit faire beaucoup de bébés. Et lui, il a comme 12 enfants, quelque chose comme ça, pour améliorer l'espèce humaine. Donc, en gros, il est là comme, oui, les gens qui font partie de l'élite, vous devez faire plus d'enfants, et c'est pas aux pauvres de faire beaucoup d'enfants. Et je vois ça de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, où les gens sont là comme, c'est pas normal qu'une personne qui vit avec le SMIC ait 3 enfants ou plus. Arrêtez cette mentalité, vous ne devez pas faire autant d'enfants et nanana. Là déjà, on commence à brainwash les gens et à les préparer à ne il faut pas une faire seule allumette pour incendier une forêt. Non, mais après, donc c'est déjà, comme... Moi, déjà juste dire... notre génération fait moins d'enfants, beaucoup moins. Oui, mais on en fait moins parce qu'on est plus actifs. C'est ça, c'est pas... Ça, c'est fonction du mode de vie. Pourquoi dans les pays de l'Occident, ils font moins d'enfants? Tu sais, genre...
quand c'était le 18e siècle, les pays de l'Occident faisaient le plus d'enfants. Mais une fois qu'il y a eu quoi moins actif, plus actif, ça veut dire que ceux d'avant ils étaient moins actifs. Les femmes travaillaient pas ça veut dire déjà. Que... Donc si tu travailles pas, t'as plus de temps. Pas forcément. Non, alors si les femmes travaillaient. En fait, déjà ça dépend de. Il y en avait pas mal qui étaient infirmières, secrétaires. On parle de avant, pour la génération de nos grands-parents. On parle de avant. Mais même avant ce truc-là, les femmes travaillaient. Elles n'avaient juste pas de salaire, mais elles travaillaient dans les champs, elles faisaient de la couture, tous ces trucs-là. Elles travaillaient, elles n'avaient juste pas de salaire. Le plus grand indicateur. Là, on sort du sujet du cancer, mais genre juste un petit truc. Le plus grand indicateur de quel est le taux de natalité dans un pays, c'est l'éducation des femmes. Okay? Moins tu es éduqué en tant que femme, plus tu es prédisposé à faire des enfants. Parce que pour faire de l'éducation, il faut que tu ailles à l'école, tu as moins de temps pour rester enceinte. Tu peux pas juste, excusez-moi, entre troisième et seconde, je vais aller prendre 9 mois, tu vois, genre congé maternité. Tu peux pas. You know, c'est pour ça que genre maintenant, quand on parle de l'Inde, on parle de la Chine ou du Bangladesh, leurs taux de natalité sont en train de baisser. Parce que leur population va plus à l'école. C'est pour ça que l'OMS prévoit que vers 10 milliards, on va s'arrêter. Parce que c'est là où tous les pays en voie de développement, ils vont arriver à assez éduquer. Enfin se développer. L'éducation sera accessible à la majorité. Et donc, on aura les retombées, les mêmes retombées qu'il y a dans les pays qui sont à population plus éduquée. Mais bon, on pourrait éviter du moins le débat de est-ce que quelqu'un qui a survécu au cancer ou qui a eu le cancer a le droit de faire des enfants, si bien évidemment on fait des êtres humains OGM. Aussi. Tu changes leur code génétique pour qu'ils n'ont plus de problème de cancer. Est-ce que ça, c'est éthiquement correct? C'est contre l'éthique. Bro, fuck ethics, man. Moi, j'en ai marre de philosophes. Rita n'est pas d'accord. Rita s'y oppose. Fermement. Genre, moi, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Déjà qu'on en a parlé dans un des épisodes où il y a un chercheur chinois qui avait modifié génétiquement 2 bébés pour leur enlever un des gènes responsables de l'entrée du VIH dans le corps. Et il a été, je pense qu'il est parti en prison, irradié de l'ordre des médecins, irradié aussi de la recherche, il n'a pas le droit d'enseigner dans les universités, et je pense qu'il est même allé en prison à un moment donné. Mais... Et puis après, tu apprends que le gars, il est à Dubaï, en train de couler la vie, c'est de faire des expériences pour les princes émirats. Mais ça, moi, c'est un truc qui, moi, me fait peur, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont capables et qui vont aller faire des choses comme ça juste pour améliorer leurs conditions à eux ou leur comment on appelle ça, leur propre je perds mes mots, tu vois, tellement leur capacité intellectuelle situation, leur situation, tu sais, genre perspective, c'est ça. Mais en vrai, d'un côté je suis d'accord avec toi Rita, mais de l'autre je me dis que en empêchant certaines expérimentations, on empêche la science d'évoluer. Oui, mais attends, parce que le problème, c'est que si on autorise ça, il va y avoir des dérives qui vont même, je pense, vont porter atteinte et préjudice à l'humanité. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire des dingueries. Il y a déjà eu tellement... Moi, j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que déjà, avec la médecine, on a acquis la technologie pour maintenir des gens en vie, transmettre des maladies ou maintenir l'existence de maladies qui devraient disparaître. Et mais à long terme, on ne sait pas aussi ce que ça va impliquer. Oui, mais regarde, tu prends on a l'impression que mais il y a déjà des dérives avec ce qu'on a maintenant. Médicaments. Est-ce que vous savez c'est quoi un bébé médicament? Tu as un bébé qui est malade, atteint d'une maladie, où il va falloir faire par exemple une greffe. Okay? Quoi de mieux que de faire un deuxième bébé que tu vas aller sélectionner génétiquement, qui va avoir le même groupe sanguin que ton premier bébé, qui va avoir les mêmes traits, tout ça, et qui va lui correspondre le plus proche possible, et tu vas le mettre au monde pour utiliser ce bébé, pour lui faire une greffe au premier bébé. Ça, c'est des choses... qui ont été faites et qui sont comme interdites parce que c'est pas éthique de faire ça. C'est-à-dire que ton deuxième bébé, il est là juste pour sauver le premier. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup? C'est quoi la voie de recherche? Parce qu'il y a maintenant une discipline qui s'appelle tissue engineering. C'est en gros, tu prends des cellules souches du bébé and then you grow a different organ. Même pas sur un cochon. Même pas, juste c'est comme tu prends un tube,
Tu prends un tube, tu mets dedans genre comme un liquide osmétique, right? Tu vois, genre, puis tu prends une matrice de cellules. D'un organe, genre, ça peut être une matrice d'organe de porc si tu veux. Mais tu mets juste dessus, genre, les cellules souches du bébé. Et comme ça, tu as un cœur du bébé malade, but like a functional heart, tu vois? So, on a déjà trouvé des solutions pour éviter de tomber dans les trucs où genre, ah ouais, non, parce que pour moi, ça, c'est des trucs de scénaristes, tu vois, genre, ça, c'est comme les artistes qui sont là, ah non, mais moi, je vais faire un film où les gens vont se cloner. Mais en fait, les clones, ils sont juste là pour donner des organes aux originaux. Gattaca, vous connaissez le film Gattaca? Ouais, et je vais mettre Jude Law dedans, comme ça, lui, il est beau gosse et les gens ils vont avoir like, un peu. Oh mon Dieu! C'est toujours Jude Law dans ce genre de film. And I'm like, ça, c'est ce que le scénariste pense, c'est pas ce que les scientifiques pensent, tu vois. C'est comme, il faut aussi arrêter de comme blow up le truc en dehors des proportions. Et ce qu'il faut aussi dire, et ça, bon, on va transitionner à la deuxième partie de l'épisode sur le cancer, parce que la recherche dans le cancer, elle est un peu problématique pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui a fait comme microbio. Moi, je suis intéressé par des choses qui sont plus comme la science fondamentale. Et moi, je sais que la recherche sur le cancer et le VIH, c'est une machine à argent. Tu vois, c'est des gens qui mettent des milliards de dollars dans ces voies de recherche-là et oublient peut-être des choses plus fondamentales qui pourraient retomber sur avoir des effets bénéfiques sur la réelle santé ou la réelle santé. Et le problème, c'est que genre, c'est aussi beaucoup de médecins qui font de la recherche dans ces domaines-là où il y a beaucoup d'argent. Et moi, personnellement, je ne pense pas que les médecins font les meilleurs chercheurs. Parce que c'est des médecins. Ils ne sont pas nécessairement éduqués pour faire de la recherche. Et on sait maintenant que à peu près 85% de ce que les médecins rédigent dans des journaux de recherche en médecine, ils ont aussi des donations de $10,000 par la compagnie qui est en train de faire le R&D. Genre, par exemple, Pfizer, elle est comme moi, je veux faire un nouveau vaccin. OK? J'ai testé mon vaccin sur 2 patients. Comment tu fais des statistiques avec 2 patients? I don't know. Mais genre, ils vont publier un article. On a testé sur 2 patients. On a eu un effet bénéfique. Après, tu vas aller voir que le médecin qui a rédigé l'article, non seulement il a choisi les patients sur qui tester, tu peux déjà choisir quels sont les meilleurs patients qui peuvent avoir les meilleures réactions à ton médicament. Et de 2, ils ont été payés par Pfizer. T'es comme, les gars, il y a un problème, c'est là tu vois, genre, c'est pas... vois le problème éthique, si on veut, c'est que maintenant, quand la politique et l'argent rentrent dans ces domaines-là, c'est là que ça fucked up. Parce que le but de base, quand tu fais de la recherche, c'est de trouver des solutions, ok? Mais quand tu as des financements ou des personnes qui te disent « Moi, si tu fais pas comme ce que je veux, je te finance plus, je te donne plus les subventions et tout », c'est là que ça fucked up. C'est pour ça que je dis que quand tu fais ces métiers-là, il faut que toi aussi, tu te poses la question « Pourquoi je fais ça ?» Si la question, c'est pour de l'argent, déjà, c'est très mal parti. Et la reconnaissance aussi, c'est très mal parti. Parce que c'est genre là, tu vas découvrir un truc, tu as envie d'être famous et tout. C'est le même truc qu'un chanteur qui veut être genre Beyoncé ou je sais pas quoi. Et après, est-ce que tu es influençable au point de rentrer dans ces trucs-là? C'est pour ça que je différencie tout ce qui est pharmaceutique et recherche fondamentale. Déjà, c'est 2 mondes différents quand tu regardes. Non, c'est sûr, c'est 2 mondes différents. Puis moi, j'ai juste envie de rapporter la précision. C'est qu'un chercheur ou un médecin, ok, il va peut-être avoir le même problème d'ego qu'un chanteur, mais il va violer moins de personnes, ok? Hein? So, that's an artist problem. Arrête tes bêtises. Ça, c'est un problème d'artiste, ça. Les gens qui font genre des études d'art libre, des études de littérature, tout ça, là. That's their problem. Il y a beaucoup d'artistes qui font pas d'études du tout, hein. Ah bah écoute, mais c'est le fait qu'ils sont artistes. Donc, mais genre, comment dire? Le truc, c'est que c'est sûr que dans la médecine et dans la recherche, moi en tout cas dans la recherche fondamentale, I see ego problems. Ça c'est certain. Même si les gens ils font pas de la recherche nécessairement pour l'argent, mais il y a des problèmes d'ego. I wanna be the first. L'ego c'est un problème humain, c'est pas un problème lié à ton fil d'études ou de... Ouais, mais c'est comme du coup dans je sais pas, Rita peut-être elle serait mieux positionnée pour en parler. La personne qui a découvert le VIH, enfin les personnes qui ont découvert le VIH, ils ont they were having a legal battle
pendant genre combien, 15, 20 années? Mais ça, c'est parce que ça, c'est pas une question d'ego, je pense, sincèrement, pour ce problème-là. C'est juste qu'en fait, il y avait un chercheur américain qui, lui, avait découvert, si on veut, le VIH, donc le virus qui est responsable du sida. Sauf que des années auparavant, il y avait des chercheurs, une équipe française qui l'avait découvert bien avant, mais qui n'avait pas encore donné le nom sur ce virus-là, tu vois. Et comme l'autre, il est arrivé après, il a dit comme, voilà, ça s'appelle le VIH, il a voulu revendiquer ça, sauf que heureusement qu'il y a les carnets de laboratoire et les recherches qui sont faites papier pour prouver comme, mon gars, nous, on l'a découvert bien avant, et voilà. Ça, moi, je pense pas que c'est une histoire d'ego, c'est aussi une histoire de principe. Je suis désolée, je découvre le truc. Puis toi, t'arrives, débarques de nulle part, et tu me dis comme, ah, c'est moi qui a tout découvert. Non. Ça, c'est juste une question de principe. Non, mais l'autre... Là, c'est pas question de ego. Parce que quand ils l'ont découvert, ils se sont pas dit comme c'est bon, moi, je suis le maître du monde, c'est moi qui gère tout et tout. Là, une des chercheuses qui a découvert le VIH, elle continue encore à faire comment on appelle ça, recherches. Oui, des recherches, non, mais des interviews et tout. Quand tu l'écoutes et quand tu la vois, c'est pas le profil de quelqu'un qui se sent plus pousser des ailes, tu vois ce que je veux dire. Elle reste quand même dans un certain truc de... Elle est humble, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme, moi j'ai découvert le VIH, vous êtes tous des merdeux, me parlez pas, prenez rendez-vous avec ma secrétaire pour venir me parler, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un certain degré aussi. Non, après, c'est comme... Après, on peut pas savoir à travers une interview. Elle peut montrer une image humble durant une interview alors qu'elle n'est pas du tout dans la vraie manipulation. Non, tu peux pas continuer à faire des recherches, à travailler. Je pense qu'à son âge, là, elle peut être à la retraite. Hein, et elle continue à travailler à l'Institut Pasteur. Donc c'est que vraiment, non. Moi je pense que c'est quelque chose que quand tu... Mais arrêtez de penser que tout le monde a ce trait-là. Non, mais non, on a le droit de penser ce qu'on veut. Tu as le droit de penser ce que tu veux. On a le droit de penser ce qu'on veut parce que de toute façon, on a tous été à l'université. C'est ça, on a tous rencontré des gens. Il y en a qui refusent de lâcher l'affaire par égo. Oui, mais regardez, il y en a, mais... Faut dire ce qu'elle en est. Moi, je parle par connaissance de cause parce que je connais des personnes qui ont côtoyé cette personne-là. On connaît pas, c'est ça? Je suis allée à l'Institut Pasteur, j'ai fait des stages à l'Institut Pasteur, je connais des équipes qui ont travaillé avec ces gens-là. Mais nous, on parle pas de gens qui travaillent dans la recherche en biologie ou en microbiologie ou whatever. Nous, on parle de professeurs dans la recherche de manière générale. Il y en a qui lâchent pas l'affaire. On parle de cet exemple-là et je vous dis que cet exemple-là, ça n'est pas le cas. Ben c'est ton point. Ouais, moi j'aurais dit que c'est peut-être un problème d'ego de la part de l'équipe américaine, par exemple. C'est comme, oh non, we were the first, bitch. Tu vois, c'est comme, je veux pas nécessairement dire de la personne. I was like, anyways. Donc, juste pour Attends, je veux juste te dire un truc par rapport au terme de l'ego, parce que ça fait sens dans ce que je voulais dire. C'est que moi, j'ai rencontré le patient de Berlin. Je ne sais pas si vous savez c'est qui le patient de Berlin. C'est la première personne au monde qui a été guérie du VIH. Okay, je l'ai rencontré. J'ai dîné avec lui, on est parti en soirée avec lui et j'ai jamais... Parce que lui, pour le coup, c'est une des personnes les plus médiatiques au monde. Okay. Et j'ai jamais vu une personne aussi humble que lui. Genre, c'était limite choquant. Et j'ai passé tellement un moment agréable à parler de tout et de rien, comme il m'avait dit qu'il était parti au Maroc, il a mangé à Marrakech, on était là en train de parler de trucs, alors que le mec, c'est quand même le patient le plus connu au monde, tu vois. Et il te parle genre normalement, il nous a payé des verres, sans alcool bien évidemment. Mais tu vois, genre, c'est pour ça que je te dis, il y a des personnes qui, même avec la popularité, sont des personnes humbles de base et ça va pas changer ça dans leur vie, ok? Ouais, c'est vrai. Puis, lui, c'était une des personnes où j'ai vu ça, mais genre, c'était tellement inné. C'est tellement genre, tu sais, quand quelqu'un... Tu vois, quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu te dis comme lui, ça se voit que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de gentil, et ben c'était le même sentiment que j'ai eu pour cette personne-là. Et tu peux pas te tromper à ce point-là. Oui, mais je crois que pour lui, quand même, ça reste différent, parce que lui, il est devenu populaire malgré lui, tu vois. Il y a plein de gens à qui ça arrive et qui restent humbles, et lui, en plus de ça, il est populaire dans le secteur médical seulement. Tu prends n'importe qui moi, je le connaissais même pas. Puis, moi, si c'était pas toi, moi non plus. Il y avait des gens qui ont été guéris du sida. Chez moi aussi, au Bled,
il y a des gens qui te donnent, telle personne a été guérie du sida parce qu'il y a des remèdes et tout ça, mais c'est même pas si ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est même pas question de remède parce que pour mettre dans le contexte du cancer, cette personne-là avait le VIH, donc le virus qui cause le sida, et en même temps, par sa malchance, il avait un cancer aussi du sang. Je dirais sa chance, rendu là. Mais bon, allons-y. Il avait un cancer du sang. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait de la chimiothérapie, on lui a supprimé son système immunitaire et il a eu une greffe d'une personne qui s'est avéré que cette personne-là avait une mutation sur ses cellules sanguines qui ne permettait pas l'entrée et la multiplication du virus. Okay ? Il a eu 2 greffes, la deuxième a fonctionné et en fait, même si tu as le virus en toi, mais qu'il n'est pas capable de se répliquer, au bout d'un moment, il va mourir tout seul. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a été guéri. Et les 3 personnes au monde qui ont été guéries du VIH pour le moment, ce sont 3 personnes qui ont eu un cancer du sang et qui ont eu une greffe d'une personne qui avait une mutation sur le récepteur de l'entrée du virus. Et donc, pour le moment, au monde, il y a 3 personnes, 2 hommes, 1 femme. Et la première personne, c'était le patient de Berlin que moi j'ai rencontré, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Mais l'impact du VIH, l'impact du cancer et de tous les traitements, moi quand je l'ai vu, il était vraiment dans un état, c'était vraiment pas très beau à voir. Et malheureusement, il est décédé il y a quelques années maintenant. Donc c'est pour te dire que tu peux guérir du VIH, tu peux avoir un cancer, mais dans tous les cas, il y a des impacts sur ton corps qui vont être irrémédiables et ça va faire en sorte aussi que tu vas vivre moins longtemps au final et dans de mauvaises conditions. Moi, j'aurais une question. Si il y a 3 personnes dans le monde qui ont été guéries du VIH à travers une greffe, pourquoi est-ce qu'on une greffe de personnes qui avaient une mutation, pourquoi est-ce que dès que quelqu'un chope le VIH, on ne lui fait pas de greffe pour pouvoir le guérir tout de suite? Il faut trouver des gens compatibles. Ça, c'est une très bonne question pour l'épisode sur le VIH. On est en train de parler de cancer, Merci, madame. Sofiane, de reprendre le contrôle de la situation. Ouais. Mais je laisse Rita répondre. Là, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu en vrai, dont l'éthique. Parce que tu ne peux pas aller induire un... Déjà, de base, quand tu fais une greffe, il faut que quelqu'un soit compatible avec toi. Le pourcentage de chances que quelqu'un soit compatible avec toi, déjà, il est très faible. Okay ? En plus de ça, il faut que la personne qui soit compatible avec toi ait cette mutation-là. Là, le nombre de chances, il est encore plus minime. Donc, pour contrer ça, ça voudrait dire qu'il va falloir que tu prennes des clones des cellules ou tu prennes des cellules de ce patient-là, que tu modifies génétiquement pour qu'elle n'ait pas les récepteurs et que tu lui réinjectes. Ça, déjà, de base, c'est pas éthique. Tu peux pas faire ça. Et en plus de ça... Mais pourquoi c'est pas éthique? C'est juste des cellules. Modifier génétiquement une cellule humaine, c'est pas éthique. Même si ça peut être bénéfique pour le patient. C'est pas éthique, c'est interdit par la loi internationale. En plus de ça, ça voudrait dire qu'il va falloir que tu lui donnes de la chimiothérapie, que tu supprimes tout son système immunitaire, que tu lui enlèves tout son système immunitaire et ce qui peut aussi provoquer et engendrer d'autres maladies connexes. Donc tu mets en fait, tu mets la personne dans une situation vulnérable où elle peut mourir avant même d'avoir reçu cette greffe-là. Et il y a tellement de facteurs annexes qui font que tu peux pas faire ça sur une population mondiale. Et ça va coûter de l'argent. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans ces choses-là. Ça passe seulement si ces gens-là, ils sont hyper riches et qu'ils choisissent de le faire. Ça peut aider. Et c'est là où on dit qu'il y a un problème. Parce que si tu as de l'argent et que tu peux aller payer un laboratoire pour qu'il fasse ça, etc. Donc ça va être que les gens les plus riches qui ont le plus d'argent qui vont pouvoir survivre. Du coup, c'est ton portefeuille qui définit l'éthique, qui définit la morale. C'est ça, d'où l'éthique que moi je pense que c'est quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas bouger pour de l'argent. Mais on pourra en reparler dans l'épisode, parce que moi j'ai envie de parler du VIH, du SIDA, parce que c'est très intéressant, il y a plein de choses à dire. Mais pour répondre à ta question, il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dessus pour dire que ce n'est pas possible de faire ça sur une population mondiale. Puis il y a un autre truc que moi je voulais rajouter, on a parlé de 3 patients, c'est ceux qui ont été répertoriés et ceux qui ont été traités d'une certaine méthode qui est reconnue par les standards. Sinon, il y a dans plusieurs endroits du monde
des personnes qui sont présentées comme ayant été guéries du VIH, tu vois, où il y a des gens qui se présentent aussi comme des guérisseurs ou je sais pas trop quoi, mais qui traitent aussi le VIH. Mais pour revenir sur le cancer, moi je voulais parler d'un autre concept qui fait partie du Pareto Paradox, c'est les hypertumeurs. Donc le terme hypertumeur a été emprunté de hyperparasite. En fait, tu as des parasites qui vont parasiter le parasite. Right? C'est comme, tu as une tique, right? C'est un parasite, mais tu vas avoir un truc qui va faire la tique pour la tique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un parasite qui parasite le parasite qui parasite à toi. Le concept de hypertumeur, c'est des tumeurs qui vont être malignes pour les tumeurs qui sont malignes à toi. Et que peut-être il y a des cellules qui deviennent cancéreuses, par exemple, qui se multiplient, qui sont là, ouais, on fait la fête et tout, on va prendre contrôle du corps. Et après, une d'entre elles devient assez égoïste pour dire « Fuck you guys, I'm gonna be my own tumor ». Et du coup, elle devient tumeur pour la tumeur. So, c'est comme un concept qu'on propose comme hypothèse pour, par exemple, les animaux très larges. C'est peut-être comme ça qu'eux, ils développent jamais de cancer très grand. Parce que, comme tu as dit, Jalil, une tumeur de 2 grammes, c'est rien du tout pour une baleine. Mais ça se trouve qu'une fois arrivée à 5 grammes, cette tumeur-là va développer sa propre hypertumeur qui va la garder toujours dans le champ de 5 à 10 grammes. Mais pour une baleine qui pèse des centaines de kilos... C'est négligeable. C'est négligeable, je peux vivre avec sans problème. Mais imagine la tumeur, elle développe une autre tumeur qui... Donc la tumeur de base, elle fait 5 grammes. L'autre, la deuxième tumeur, elle débarque, donc elle va diminuer l'autre. Mais elle va faire aussi 5 grammes. Donc si tu accumules, je ne suis pas certaine que sur du long terme, ce soit bénéfique. Mais non, mais parce que c'est une hypothèse pour le moment, parce qu'on ne sait pas pourquoi ces animaux-là vivent aussi longtemps. Mais l'idée, c'était que la tumeur de 5 grammes, elle arrive à 5 grammes en prenant autour d'elle. C'est pas juste 5 grammes que tu rajoutes à ta masse, en fait. C'est juste ta masse, elle fait 5 grammes de moins, et ces 5 grammes de moins sont ton tumeur. Sauf s'il va y avoir une autre tumeur qui va se coller dessus. Elle est déjà dans les 5 grammes. Elle est déjà dans les 5 grammes. Like, it's taken away from la tumeur, en fait. Elle diminue à 2, et puis l'autre. Okay. Mais tu sais, ça, c'est un concept qui est déjà utilisé chez les hommes, dans le sens où on utilise des virus, parfois, pour aller attaquer des tumeurs, notamment au niveau du cerveau, pour les réduire. Tu vois, ça c'est des choses qui sont déjà mises en place. C'est éthique de balancer des virus dans le corps des gens? Fight fire with fire. Parce que soit on va te donner un médicament, ok? Mais le médicament, il peut ne pas être efficace à 100%, parce que comme on dit, une tumeur, par exemple, le médicament ne peut pas aller jusqu'au centre de la tumeur par diffusion, par concentration, bref, par plusieurs choses. Et du coup, la seule solution, c'est d'aller attaquer le mal par le mal. Donc, tu vas aller injecter un virus, mais ce virus-là, bien évidemment, il va être modifié et fait de manière à aller attaquer seulement les cellules qui sont cancéreuses et aller les reconnaître seulement elles. Donc il va entrer dans les cellules, il va les... Parce qu'un virus, comment ça fonctionne? C'est que ça rentre dans ta cellule, ça se multiplie jusqu'au moment où il va tuer ta cellule. Et puis après, tous ces virus-là vont se balancer dans le corps et vont aller attaquer une autre cellule et ça va refaire ça, etc. Sauf que si le virus, tu lui dis, tu vas aller rentrer que dans les cellules qui expriment cette protéine-là, qui n'est pas exprimée sur les cellules saines, et bien une fois arrivé, quand ils n'ont plus des cellules qui sont mauvaises et qui expriment cette protéine-là, ils vont mourir de eux-mêmes. Mais c'est des choses qui sont faites actuellement. Ils peuvent pas muter? Il y a des possibilités. Ils peuvent muter, c'est pour ça que c'est des solutions qui sont quand même dangereuses, tu vois. Et qui sont quand même éthiques. Oui. Ouais, parce que le premier trial de gene therapy que moi je connais... que tu modifies. Ouais, j'ai l'impression que les êtres humains se mettent aussi un peu de ça. Nous, on est différents. On peut pas modifier nous autres, mais on peut modifier tout le reste. Et tout le reste, même si on le modifie, il n'y aura aucun impact. Bullshit. C'est sûr. Tout le monde veut croire que c'est lui, genre le personnage principal dans l'anime, tu vois. Du coup, il faudrait qu'on redéfinisse l'éthique. C'est quoi l'éthique? Mais est-ce que tu vas laisser la prise en charge? Mais ça c'est pas un non, épisode parce que ça m'intéresse. Mais est-ce que tu peux laisser la responsabilité et la prise en charge un truc qui est unicellulaire et qui est même pas unicellulaire? Un virus, c'est même pas cellulaire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vas laisser ça avoir plus de pouvoir qu'une personne humaine qui réfléchit, etc. Tout ce que moi je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences de nos actions. Donc, ça, c'est certain.
on se met juste sur des hypothèses. Et l'hypothèse la plus grosse qu'on fait, c'est que toute action menée sur des cellules humaines, peu importe la taille, sont plus dangereuses que toute action menée sur autre type d'être vivant. Et je trouve que c'est pas le bon moyen de penser. Moi, je suis d'accord. Genre, on fait des pommes de terre OGM tous les jours. C'est ce que tu manges, en fait, à chaque fois que tu achètes des trucs. Et après, on arrive aux êtres humains comme « Oh non, that's like special. » Mais encore sur les pommes de terre et tout, ça dépend des pays. En Europe, c'est interdit, hein. Bah écoute, en Europe, c'est interdit, mais la réalité, c'est que comment on est en train Dans la majorité des pays. comment on est en train de consommer de la nourriture aujourd'hui et la pénurie de sol que tu peux cultiver, on va finir par des OGM pour tout le monde. Peut-être que maintenant, on est à 50% encore ou 40%, mais ça va finir pour tout le monde du jour au lendemain. Mais ça, c'est intéressant comme discussion, puis peut-être à parler dessus pour un autre épisode. Yes. Mais pour l'instant, on est sur le cancer et je voulais arriver à, en fait, genre, quels sont les problèmes de recherche dans le cancer. Comme je disais, c'est une machine à argent, le cancer. Comme tout le monde veut mettre de l'argent dedans. C'est intense, le truc. Et des fois, je vois la quantité d'argent qui est mise dedans et je me dis comment ça se fait qu'on n'a toujours pas trouvé de solution durable. Parce que si on met 5 milliards aux États-Unis alone par année dans la recherche contre le cancer, déjà en 10 ans, ça fait 50 milliards. Ça, c'est genre le GDP de la Tunisie, je crois pas que c'est 50 milliards, by the way. I'm just saying, genre, c'est le GDP d'autres pays en Afrique, tu vois, c'est même pas ça. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce que les traitements et le fait que les patients vont tomber malades, ça rapporte plus d'argent encore. Donc même s'ils investissent 10 millions, le retour sur investissement est bien plus grand. Et donc moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, il faut être réaliste et se dire qu'il y a des industries pharmaceutiques, des médecins ou des chercheurs qui ont à gagner pour ne pas guérir complètement le cancer. C'est la même chose pour le VIH, hein. By the way. Diabète aussi. C'est ça pour toutes les maladies. En vrai, on ne nous guérit d'aucune maladie. C'est plus avantageux de traiter que de guérir complètement. Ça, c'est pas que pour les maladies. Quand tu vois même le concept d'industrie en soi, c'est comme ça. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on ne te fait pas des ampoules qui peuvent durer indéfiniment? Exactement. Mais qu'on te fait des ampoules que tu dois remplacer. Alors qu'avant, il y en avait. Après, je dis pas que c'est tout le monde comme ça, parce qu'il y a aussi des cancers qui apparaissent et qui n'étaient pas là avant aussi. Donc, le temps de faire des recherches, de bien comprendre et mais tout. Ça, c'est dans les 1 tiers. En général, moi, je te dis, dans les trucs de recherche, ce qui fonctionne le plus, c'est cancer, VIH et après tout ce qui diabète, obésité. Ça là, c'est dans tout ce qui est industrie et argent là, c'est le jackpot. Et le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait un écrivain, c'est un journaliste américain d'origine indienne qui avait écrit un livre qu'il a appelé Winners. Moi, j'ai bien aimé le livre en fait, et il expliquait en quoi la philanthropie des gens hyper riches est plus rentable pour eux financièrement que nous. Donc en fait, si Bill Gates donne 5 milliards de dollars pour la recherche contre le cancer, en fait, il va gagner plus d'argent la même année que s'il n'avait pas donné 5 milliards de dollars. Parce que comment le système d'imposition est fait dans beaucoup de ces pays-là, c'est que si tu donnes de l'argent pour la charité, entre guillemets, comme la recherche contre le cancer, et tu payes pas de taxes dessus. Si lui, il devait payer 20 milliards de taxes par année, vu qu'il a donné 5 milliards à la charité, il paye 0 taxes. Et il y a aussi des fonctions, ces comptes bancaires-là, ils ne sont même pas obligés que l'argent arrive à un certain institut. Tu peux juste dire « j'ai donné à la charité » simplement en mettant 5 milliards de dollars dessus. Tu n'es même pas obligé d'assurer que l'argent après va finir dans la main de quelqu'un qui en a besoin. Tu as juste à le mettre sur le compte. Mais si c'est toi qui as la carte débit, you don't care. Tu mets sur le compte, tu dis, voilà, c'est fait les gars. 4 ans après, tu reprends ton argent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as beaucoup de compagnies, par exemple, pour le cancer. L'Oréal donne beaucoup d'argent à la recherche contre le cancer. Du sein, notamment. Yet L'Oréal vend beaucoup de produits qui sont cancérigènes ou qui ont des cancérigènes au sein d'eux. Ça permet aussi un peu de PR, dans le sens où, moi, je donne de l'argent au cancer, les gens oublient un peu mes produits peuvent provoquer le cancer in the first place.
faire bonne figure. Enfin, c'est pas du blanchissement d'argent, mais c'est du blanchissement d'image, en fait. De dire... Donc, c'est un peu... Bon, malgré toutes ces choses-là, des chercheurs ont continué à faire de la recherche et on a comme différentes thérapies contre le cancer. Et je voudrais maintenant parler des différentes solutions au cancer. Le cancer, en fait, c'est une dérégulation de cellules qui fait que tu as des cellules qui travaillent à l'encontre de ton corps. Et elles sont tellement égoïstes qu'elles vont finalement finir par comme causer des dégâts tellement néfastes que ton corps n'est plus capable de supporter le poids supplémentaire qu'on lui rajoute. Donc généralement, pour traiter, il faut tuer ces cellules. Basic, right? Problème, c'est comment tu vas viser des cellules, entre guillemets, immortelles et qui ne savent pas qu'elles ont besoin de mourir. Tu vois? Généralement, ce qu'on faisait au départ, c'est de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. C'est en gros, je vais donner du poison à ces cellules-là et je vais les tuer, comment dire, genre, si le système immunitaire n'arrive pas à le faire, j'ai pas de médicaments pour, je donne littéralement du poison pour les tuer. Le problème, c'est que, est-ce que ton poison va juste endommager les cellules malades ou est-ce qu'il va endommager les cellules autour aussi? Ça va les endommager autour. C'est juste que maintenant, là, c'est juste une question de concentration et de à quelle fréquence on va te donner le médicament pour que ça ne soit pas trop néfaste pour ton corps à toi. C'est pour ça que quand les gens ils font de la chimio, il y en a plein qui perdent leurs cheveux et tout parce que ça... En fait, la chimiothérapie, ça va être juste un truc qui va bloquer la prolifération cellulaire. Et dans ton corps, tu as des cellules qui prolifèrent régulièrement. Tu as des trucs de ton système immunitaire, par exemple tes poils et tout. Et ça va les impacter aussi. Donc en fait, c'est juste histoire de trouver l'équilibre pour diminuer la tumeur, pour peut-être aller faire une chirurgie et aller l'enlever quand c'est des tumeurs solides. Quand c'est des tumeurs liquides, c'est juste histoire de trouver un équilibre entre le fait de tuer toutes les cellules cancérigènes et ne pas trop endommager tes cellules à toi. Donc c'est vraiment une histoire d'équilibre. Mais il y a aussi des industries et des chercheurs et des médecins qui font maintenant des thérapies ciblées et personnalisées. C'est-à-dire que, imaginons tu as un cancer, ils vont aller prendre une biopsie. Ils vont aussi aller prendre de tes cellules immunitaires, ils vont les mettre en contact. À force, tes cellules qui vont être en contact avec le cancer vont aller les reconnaître et vont être capables d'aller les tuer. Quand ils ont assez de ces cellules, de tes cellules à toi, de ton système immunitaire qui sont capables de tuer ces cellules-là, ils vont te les réinjecter. Et donc, c'est ton propre système immunitaire qui n'était pas capable de faire ça dans toi, qu'on a éduqué de cette manière-là, pour pouvoir te guérir. Et donc ça, c'est fait en combinaison avec la radiothérapie et la chimiothérapie pour avoir un bénéfice optimal. Parce que genre, c'est comme le plus prometteur, pour moi en tout cas, d'après ce que je connais de la biocell, c'est pas mon domaine nécessairement, mais si ton système immunitaire a déjà les armes pour combattre ce type de cellules et que c'est juste un problème il n'arrive pas à les détecter, essayer d'apprendre à ton système immunitaire de le faire, ça serait la meilleure des façons. Et d'ailleurs, nous, on fait ça de base pour d'autres maladies. C'est ça la vaccination, en fait. La vaccination, c'est que tu injectes un antigène, une molécule ou une protéine non virulente que ton système immunitaire va détecter et internaliser comme « that's a threat ». Et ton système immunitaire va mettre en place les processus qu'il lui faut pour garder cette mémoire cellulaire. Pour que la prochaine fois, dans 5 ans, dans 9 ans, quand tu rencontres le même truc, ton système immunitaire va dès le départ commencer avec une avance, right? Et donc mettre en place une réponse appropriée à ce old threat qui est réapparu. Donc c'est quelque chose aussi qu'on fait. Il y a de la recherche dans la vaccination de cancer. Ouais. C'est que en gros, si les cellules, comme à la Dirita, pour les apprendre à détecter une cellule cancéreuse, on va leur injecter comme des antigènes de cellules cancéreuses. Comme ça, ton corps va pouvoir comme s'en rappeler, OK, this is a cancerous cell. Prochaine fois qu'il y a un cancer, ou même comme des vaccins qu'on appelle thérapeutiques, ça va juste on va éduquer ton corps à travers la maladie de pouvoir répondre. C'est ça, puis au-delà même que ton système immunitaire va être capable d'aller les attaquer, il n'aura pas le temps il faut que je sache... Se multiplier. Ça va aller beaucoup plus vite en fait. Du coup, la réponse va être beaucoup plus efficace et plus courte en termes de temps. Mais moi, je pense que la meilleure
une des meilleures solutions, c'est qu'avant de guérir, c'est mieux de prévenir. Et donc, tout ce qui est prévention, dépistage, c'est vraiment quelque chose Diagnostic, il faut qu'on intègre ça dans la population. Parce que oui, c'est fait maintenant, mais si je vous pose la question maintenant, là, à vous, est-ce que vous avez déjà fait un dépistage pour un cancer ou pour une maladie comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans votre vie? Pour un cancer, pour des maladies, ouais, mais cancer, non. Tu vois, alors que normalement, par exemple, nous, pour les femmes, à partir de 25 ans, on est censé aller faire des dépistages de cancer du col de l'utérus. Et c'est des choses qu'on doit intégrer maintenant dans la société et apprendre aux gens. Donc moi, je veux dire aux gens qui nous écoutent là, surtout si vous êtes des femmes, renseignez-vous, allez voir votre médecin et essayez de mettre ça en place dans votre hygiène de vie parce que ça va vous gagner du temps, de l'argent et puis c'est aussi pour votre santé à vous. Puis dans la même lignée, je ne sais pas si vous avez, plutôt pour Sabrina, est-ce que tu as déjà fait le vaccin du papillomavirus? Non, ça n'existe pas en Algérie. Oh, mais t'es pas en Algérie maintenant, Sabrina. Arrête de sortir cette excuse, genre. Parce que le vaccin est censé se faire comme entre 10 et 12 ans. Non, en fait, si, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je vois, moi. De base, le vaccin du papillomavirus, c'est pour contrer le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. C'est un des facteurs responsables de ce cancer-là. Maintenant, le vaccin est beaucoup plus efficace chez une jeune femme, exactement comme elle a dit Sabrina, à l'adolescence, avant tout premier rapport sexuel. Parce que les rapports sexuels sont une porte d'entrée de contamination de ce virus-là. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu nul... Genre les pénis, c'est des contaminants, c'est ce que tu essaies de dire. Exactement. Et je vais te dire pourquoi. Parce que de base, ce virus-là, le papillomavirus, c'est un virus que vous avez, messieurs, qui vont peut-être vous faire des petites lésions et tout, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire des cancers, ok? Sauf que nous, on n'est pas des porteurs sains. Donc, c'est avec les relations sexuelles que vous allez nous partager ce virus-là qui va nous provoquer... Que vous nous tuez. Donc, en fait, oui, c'est bien de vacciner les femmes, mais c'est mieux aussi de vacciner les hommes parce que vous allez aussi ne pas nous transmettre ce virus-là. Puis actuellement au Canada, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi à Montréal, je vois des bannières au niveau des métros et des bus qui font la propagande d'aller faire le vaccin pour le papillomavirus chez les hommes et les femmes adolescents. Parce que maintenant, parce qu'ils ont compris que, en fait, les hommes, vous êtes responsables de la propagation de ce virus-là. C'est ça. Donc, il faut attaquer le mal dès le début pour après éviter les problèmes par la suite. Est-ce que vous, si on vous dit maintenant, on te donne le vaccin pour le papillomavirus, c'est des choses que vous êtes d'accord ou pas à faire? Moi, je suis d'accord, juste qu'on m'a dit que vu que je suis étranger, il faut que je paye $150 par dose et c'est 2 doses. Donc, c'est 2 ou 3 doses, dépendamment du type de vaccin qui existe. Ouais. Mais c'est $150 la dose. So, j'attends d'avoir mon... résidence permanente? Mon assurance maladie. Je pense que je vais avoir la RAMO pour l'Ontario. Donc j'attends de la faire pour après aller me faire vacciner. Genre, bien sûr, parce que là, il vous a donné une news en mode chill normal. Ah oui, c'est vrai, oui, parce que Sofiane a trouvé un travail, il est plus chômeur. Et donc je ne suis plus docteur chômeur, je suis docteur travailleur maintenant. Et je déménage de province, je vais dans l'Ontario donc, pour être plus proche de Sabrina. Oui. Jaïl, voilà. C'est le seul qui... On est ensemble, Jaïl. On est des vrais, nous. Merci, Rita. On est les plus pauvres. Pourquoi tu dis on est les plus pauvres? C'est bien le Québec aussi, hein? Non, en vrai, j'aime bien le Québec. C'est tranquille. Je pense que Sofiane aussi va... Le Québec va lui manquer. Mais du coup, toi, Jalil, est-ce que si on te dit... Bon, on te dit que ça va pas te coûter, ok? Imaginons que c'est pris en charge par l'assurance maladie. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire ou pas? Oui, pourquoi pas. Genre, je vois pas s'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet négatif associé, c'est que du bénéfice, pourquoi pas. Parce que moi, je connais des personnes qui sont là comme, désolé, hein, c'est pas mon problème, démerdez-vous. Change d'amis, Rita. Arrête de traîner dans ces cercles sociaux-là. C'était des amis, j'ai dit, c'est des gens que je connais. Non, ça, c'est des gens...
C'est des gens qui ne sont pas éduqués sur le sujet. Je pense que si on prend le temps d'expliquer les choses à ces gens-là, ils le feraient. Et puis il y a des gens aussi qui veulent pas admettre qu'ils ont juste peur des piqûres. ou qu'ils ont qui préfèrent qui préfèrent passer pour des gens sans cœur ou des connards alors qu'ils ont juste peur des piqûres. C'est des gens faibles. Des trajets, c'est ça. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent là actuellement, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas encore fait le vaccin, c'est pas trop tard. Je pense qu'il faut aller se renseigner. C'est une première chose à faire. Puis aussi, il y a des... tu sais, quand on dit octobre, c'est le mois du cancer, de la lutte contre... le cancer du sein, il y a des choses aussi qui peuvent être faites en prévention, comme par exemple le fait de se toucher pour voir si on n'a pas une masse ou quelque chose comme ça. On te dit que la meilleure chose, ce serait qu'on s'autopalpe. Ça serait une des meilleures préventions. Donc, il faut s'autopalper. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, moi ça me fait penser à un truc. Une fois, genre, j'étais chez moi, j'étais seul, and I was watching Pornhub. Oh et je regardais une vidéo, genre, et je me rappelle, genre, avant la vidéo, je reçois comme un petit truc, genre, c'est le mois du cancer testiculaire ou je sais pas quoi. Like, touche-toi avec une actrice, tu vois, tu sais, elle a comme un dildo, elle est comme, ouais, touche tes testicules à ce niveau-là pour savoir si, t'as comme un bump, comme à la dit Rita, tu vois, genre, pour savoir si t'as un bump pour aller Et je suis comme, ouais, attends, laisse-moi tester. Après, je suis comme, non, c'est bon, on peut continuer la vidéo. La vidéo, elle est arrivée au meilleur moment. T'avais les mains sur tes couilles. Non, mais en vrai... Tout le matos était là. En vrai, chapeau pour la publicité, tu vois. Ils ont visé Pornhub pour ça. Comme moi, je trouve que c'était bien, c'est bien pensé. C'est ça. Genre, maintenant, la prévention, ils essayent de faire des choses qui ciblent les gens. Et c'était très bien fait. Après, tu vois. Donc, la prochaine fois, pour les femmes, il faut faire ça, genre, chez les Kardashians, tu vois. Le prochain épisode de Keeping Up with the Kardashians, tu vois, genre, tu fais ça. Alors, mesdames... est-ce que tu as eu le temps de palper aujourd'hui? Non, mais je pense que pour ça, pour la prévention contre le cancer du sein, etc., quand même, les femmes sont plus... Il y a plus de prévention pour les femmes que pour les différents cancers pour les hommes. Genre que ce soit le cancer des testicules ou de la prostate, etc. Généralement, on en parle moins, ou du moins, j'ai l'impression que les hommes, lorsqu'ils sont jeunes, sont moins au courant. Nous, en tant que femmes, on sait qu'à partir de 40 ans, il faut aller faire des mammographies, et puis il faut faire de l'autopalpation, et t'as même plein de vidéos sur Internet, à la télé, des trucs comme ça qui te montrent comment faire l'autopalpation, des trucs comme ça. Genre, on est toutes au courant de ça, alors que les hommes, il y en a plein qui sont là comme oui, mais moi, tu sais pourquoi je pense ça? Parce que déjà, le fait que se dire que je vais aller me faire... en fait, pour la prostate, si on le prend comme exemple, le fait d'aller faire un toucher rectal ou quoi, c'est comme mal vu ou moins bien reçu qu'aller se faire une autopalpation du sein, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, dans la société, il y a ce truc-là qui plane et qui empêche en fait le fait que ce soit démocratisé. Mais ils savent que, genre, pour prévenir ça, faut faire un toucher rectal. Et pour aussi prévenir ça, par exemple, faut boire beaucoup d'eau. Tu vois, Là, vous voyez pas, mais Jalil, il est en train de boire de l'eau. Le choix, il est vite fait. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne s'hydratent pas assez. Moi, j'aurais dit c'est juste l'argent. C'est comme... Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de compagnies qui donnent de l'argent, genre, tu sais, aux recherches dans le cancer. Ça peut être aussi de la recherche genre dans la santé publique, dans le sens où comment faire des pubs, comment faire de l'éducation genre par rapport aux différentes personnes touchées. Et généralement, c'est beaucoup plus comme pour le cancer du sein, par exemple, que le cancer du prostate. Oui, ou le cancer testiculaire. Mais il y a aussi un truc, c'est que vous, messieurs, vous prenez moins soin de votre santé. Parce que est-ce que si t'as mal quelque part, tu te dis comme je vais aller chez le médecin? Non, c'est pas c'est comme ça va passer. Puis le fait... Ça dépend. Oui, mais de toute façon, il y a des études qui ont été faites qui montrent que les hommes mariés vivent plus longtemps alors que les femmes mariées vivent moins longtemps. Parce que les hommes mariés, il y a leur femme qui va prendre soin de leur santé, les pousser à aller voir le médecin, etc. Alors que les femmes mariées,
parce qu'elles prennent soin de leur famille et de leurs enfants, vont se délaisser et faire moins attention à leurs symptômes ou lorsqu'elles ont mal quelque part, etc. Alors les femmes, soyez un peu plus égoïstes. Si vous êtes mariés, que vous avez des enfants, si vous avez mal quelque part, faut consulter. Après, c'est pas un trait qu'on critique ou qu'on pointe du doigt. C'est juste que c'est quelque chose qu'il faut peut-être changer au sein de la société. Dans l'éducation des garçons. Mais là, tu sais, maintenant, je pense qu'à l'école et tout, ça commence à être un petit peu plus implémenté et un discours qui est un peu plus écouté. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Hein. Va dire à un homme de 60 ans, quand il était au collège, faut que tu ailles te faire un toucher rectal pour voir si ta prostate était bien. Je suis pas certaine qu'ils te disent... À 40 ans, ça va, il a le temps au collège. Moi, je le sais parce que quand j'étais en résidence et que j'en parlais aux garçons qui étaient proches de moi, ils étaient là comme jamais de la vie, je veux pas me faire toucher un rectal, parce qu'on voyait le sourire, on voyait le sourire que t'avais sur le. C'est ça, si le médecin devait le faire comme toi, tu veux le faire. Arrêtez de croire que moi j'ai envie de vous faire des touchés rectaux, c'est pas la vérité. Ouais, parce que écoute, c'était l'énergie que tu renvoyais, voilà, c'est bon. Alors, Sofiane, imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir comme ça, et puis genre... Elle fait ça avec un large sourire, t'es comme... Pas du tout ça. Je sais pas ce que tu vas dire, mais ça va pas être pour ma santé. Non, mais j'essaye de le faire un petit peu à la rigolade. Je vais pas arriver et te dire en mode super sérieux, putain, Jalil, à 40 ans, faut que tu te... fasse rentrer des doigts pour voir si t'as pas une tumeur. Non, tu peux juste dire, Jalil, il faut que tu ailles voir le médecin pour qu'on fasse un truc sur le prostate. Ça va avoir moins d'impact. Et puis pour prévenir ça, faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Tu pouvais même commencer par est-ce que tu bois assez d'eau, Jalil? J'étais comme non, je bois 1 litre d'eau par jour. Vous y penseriez comme maintenant vous y pensez? Non. L'impact était moins fort. Là, maintenant, vous savez, Rita, elle arrive, elle vous pose des questions, et puis comme, elle va nous ressortir encore son truc de faire des touchés rectaux pour la prostate, tu vois. Et après, quand tu auras 40 ans, tu vas entendre ma voix comme, faut aller te faire dépister. C'est ça. Il y en a qui utilisent Pornhub pour faire de la propagande. Moi, j'utilise d'autres méthodes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je préfère Pornhub, juste pour dire là, que je préfère Pornhub. Donc... moi, si je te vois porter des gants, tu vois, je vais être là. Ah non, pas aujourd'hui. Je reviens te voir dans 2 heures. Je ne me baladais pas dans les résidences avec des gants et du lubrifiant. L'arsenal. Oh, cet épisode part en cacahuète. Mais tout ça pour dire que si vous avez la Sécu ou la RAMQ ou peu importe où vous êtes, si vous avez une assurance, utilisez-la, comme faites-vous rentabiliser. Ça peut être la différence entre genre comme des milliers de dollars ou d'euros de traitement, ou voire comme des années de vie. Oui, ta santé. Que vous perdez. Ta santé, parce que c'est le plus important. Et puis j'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant, que j'ai essayé de le construire de façon à ne pas peut-être rappeler de mauvais souvenirs pour les personnes qui ont dû comme faire face au cancer dans leur famille, mais juste pour donner quelques renseignements de façon objective par rapport à surtout la pathologie du cancer, à quoi ça ressemble, quels sont les potentiels traitements, quels sont les problèmes. On a parlé d'éthique aussi. Et puis si vous avez écouté jusqu'à la fin, merci pour vous. Et puis on se dit à la prochaine. Bye ciao, bye. ciao. Bisous.